Roule avec Driver. Un dimanche de plus, pas un dimanche de trop. J'espère que vous allez tous bien. Moi, en ce qui me concerne, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, on a un sacré programme parce qu'on s'attaque pas à un petit CV. On s'attaque, allez, c'est simple, c'est Roule avec Driver spécial Neptunes, Pharrell Williams, Chad Hugo. Les mecs ont juste produit toute la terre. Donc pour préparer l'émission, c'était un problème. Donc je sais qu'il y avait des moments importants que j'aurais pas pu gérer seul parce qu'il y avait trop de boulot. Alors j'ai appelé Hubert, le 3e membre des Neptunes. Yes sir. Il est venu. Bah oui. Il est venu. Comment tu vas? Mais je vais super bien, c'est un grand moment pour moi. Ouais, Ce sont mes producteurs préférés. Voilà, je dois dire la vérité. Hubert me dit tout le temps, quand est-ce que tu fais une spéciale Neptune? Quand est-ce que tu fais une spéciale Neptune? Et pour dire la vérité, ça commençait déjà l'année dernière, oui, quand tu faisais la sauce La tous les sauce, vendredis, ouais. les spéciales. Mais c'est spécial Neptune? Spécial Neptune? C'est bon, tu l'as eu. Voilà. Ça y est, je reviendrai plus. Voilà. On y est, t'es malade, t'es le bienvenu, tu sais très bien. Jeune Hugo est dans cette radio. Ouais. On est là, ça va ou quoi? Très bien, et toi? Ouais, la forme. Voilà. Alors, on va parler de tout Neptune dans son ensemble, les productions, les relations avec les artistes et tout ça. Mais pour commencer, pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter non pas un morceau. Habituellement, je commence avec un morceau. C'est pas Mais assez. 2 morceaux, parce que je vous dis la vérité, il y a des morceaux que j'avais pas mis dans la playlist et je me disais, donc moi, je vais faire une émission Neptune et je vais pas jouer ce morceau-là. Il faut que je le place quelque part. Donc, on va se faire beaucoup de musique aujourd'hui, on n'a pas le choix. Mais c'est dur. Moi, j'ai voulu t'envoyer tout ce que j'avais de Neptune. Voilà. Et même dans tout ce que tu m'as envoyé, il y a des trucs que je pouvais même pas mettre. Bah oui, j'ai vu. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on parle des débuts de Neptune et surtout de Virginia Beach, parce que c'est de là que viennent les Neptunes. Il y a la rencontre entre les deux. Voilà, et le truc qui est incroyable, le truc qui est fou, et on avait fait une spéciale Timbaland ici, et c'est qu'ils viennent du même endroit que Timbaland, et ils ont... Dans le même lycée. Ouais, et ils étaient même dans la même classe. Dans la même classe même. et Pharrell et Timbo. Et ce qui est dingue, c'est que je trouve qu'ils ont la même destinée. Timbaland et Neptune, ils ont la même destinée, avec des personnes différentes, mais finalement, qui se rejoignent, et on va expliquer tout ça. Mais d'abord, faut savoir que, comme on l'a dit, ils étaient du même coin avec Timbo, ils étaient de la même école. Pharrell, il jouait d'un instrument, la batterie. Ouais. Comme Timbo d'ailleurs. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'en classe, ils étaient en train de Classe, il taper tapait sur la leur table tout le temps. Attends, je rajoute la cymbale, tout. Complètement taré, j'imagine. Les profs, ils devaient de devenir péter un dingues. câble. Ouais. Et Chad Hugo, lui, jouait des cuivres. Ouais, et du keyboard. Voilà. Mais d'abord, il était connu pour le saxophone Ouais. et la trompette. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés Ils se dans sont un camp, dans un camp de Voilà, vacances exactement. musiciens. Ouais. Ils étaient dans une fanfare ensemble. C'est ça. C'est dingue. C'est-à-dire qu'en plus, ce qu'il faut savoir aux États-Unis, quand tu es dans la fanfare du lycée, Ouais. mais t'es considéré comme une merde par les autres, par les autres C'est vrai que élèves. c'est pas cool. C'est vois. pas le truc le plus Et cool. c'est pour ça qu'on verra après leur groupe nerd. On en reviendra après, mais ça part de là, tu vois. C'est-à-dire qu'on se moque d'eux. Ouais, c'est des ouf. Bah ouais. Non, mais et justement, en fouillant, il y a un morceau de Jay-Z qui s'appelle avec Produit Blackstreet. par Neptune. Non, il est produit par Teddy Riley featuring Blackstreet. Ah, et il y a. We Belong to the Night. Ouais, j'ai plus le titre en tête. Il est sur le 2e album de Jay-Z et il y a un clip et tout. Et il y a des cuivres sur le morceau. Et c'est Chad Hugo qui les joue. Donc tu vois, son truc de fanfare, ça lui a servi. Bah, ça a servi même. Je me suis dit, ah, ok. Je pense qu'on va y venir, mais ça a servi même sur le premier album de Blackstreet. Donc voilà, de toute façon, on y arrive tout doucement. Et voilà, eux, donc ils se connaissent. Ils jouent ensemble, Chad et Pharrell. Ensuite, ils se connectent avec Timbo parce qu'ils viennent tous du même endroit et ils font un groupe qui s'appelle SBI, Surrounded by Idiots, entouré Exactement. par des idiots. Un nom de groupe incroyable. exactement. Avec des morceaux qui sont sortis qui sont pas mal. Ouais, je les ai réécoutés hier justement et dans le groupe il y avait quand même donc Pharrell qui s'appelait The Verb Lord, The Verb Lord. le seigneur du verbe. Incroyable.
Il y avait Magou, c'est le pote Magou, de Timbo depuis ouais. la première heure. Et il y avait Timbaland, ça veut dire quand même un groupe où il y a des gens qui ont fait des choses plus tard. Et là, ils sont tous ensemble, ils savent pas qu'ils vont marquer l'histoire. Et surtout, je le répète, on est à Virginia Beach, on n'est pas à New York, Ouais, on n'est pas à Los Angeles. C'est ça. On est dans un endroit. C'est la campagne. Il n'y a pas de précédent. Ouais. Et puis Personne n'a fait de 10 de rap. Et puis c'est la campagne. C'est la il faut campagne. le dire. Ouais. Et personne n'a fait de 10 de rap avant tous ces gens. Donc, et eux, ils ont un rêve comme ils disent, on veut faire de la musique à un niveau supérieur. Et donc, ils font une démo avec ce groupe-là, et tout doucement, Pharrell, il s'écarte du groupe. Et il dit que non, ça lui correspond pas et qu'il veut faire son propre truc avec Chad. Et le Timbaland dira que bon, il en a jamais voulu parce qu'au moins il a dit les choses. Et voilà, il est venu et ils ont toujours été potes proches et jusqu'à maintenant, ils se sont jamais pris la tête, ils se sont jamais embrouillés. Et c'est beau. Et donc, du coup, Pharrell et Chad, ça devient ce binôme. Ils rappent Pharrell, toujours. Et ils font de la musique. Et là où je dis qu'ils ont un destin similaire à celui de Timbo, c'est que Timbo, lui, à un moment donné, il va rencontrer Joe Desi, Devante Swing de Joe Desi, grâce à Missy Elliott, Magoo, tout ça. Mais voilà, et à un moment, il va faire de la production, ce qu'on appelle la production additionnelle, voire de la ghost production, on ne sait pas. C'est très ghost production voilà. quand même, ce dernier album de Joe Desi. Il a fait tout ça pour Joe Desi. Il est rentré dans le pool de producteurs de Devante Swing. Et eux, ce qui se passe pour les Neptunes, c'est que il y a le grand Teddy Riley, l'inventeur du New Jack Swing, qui lui, Teddy Riley à la base vient de New York, Harlem, qui déménage à Virginia Beach. Alors, on ne sait pas pourquoi, ouais. mais je crois qu'il en avait marre, il voulait se prendre du recul pour créer son nouveau son et tout ça. Donc, on resitue les choses, Teddy Riley, c'est une légende, c'est une superstar, c'est Guy, tout ça là, et machin, et il va à Virginia Beach. Donc, que ce soit Timbo, que ce soit Pharrell, Missy, tous ils sont tous comme des dingues. Bah, oui. Ils ont tous écouté de la musique produite par Teddy Riley. C'est comme si, pour mettre à l'actuel, c'est comme si, on va dire que Maître Gims vient déménager dans ta ville en campagne Dijon. française. Là, elle va à Dijon comme ça, normal. J'habite là. Elle habite là. Ouais. Il y a plein d'artistes de Dijon qui vont se dire, bon, il faut qu'on le connecte, qu'on aille Évidemment. le voir. Ouais. Donc, les Neptunes décident de provoquer cette rencontre et tout. Et bien sûr, quand Teddy Riley entend leur son, il dit, oh, c'est magnifique et tout. Parce qu'il faut voir que le studio d'enregistrement n'était pas loin de chez Pharrell. À pied. Ouais, donc, il y allait. En sachant que eux, ils répétaient dans le garage de Pharrell. Comme donc, Hélène et les garçons. Exactement. Non, sauf que Hélène et les garçons, c'était un garage lambda dans un coin. Eux, c'est vraiment eux, c'était vraiment le garage de la maison de chez Pharrell, tu vois. Et donc, du coup, ils apportent la maquette à pied. Dès qu'ils faisaient un truc, ils allaient à pied dans le studio de Teddy Riley. Et Teddy Riley a pété un câble sur leur son. Et ils les embauchent un peu comme Devante Swing avait embauché Timbo. Et il dit, on va travailler ensemble, on va faire des trucs. Moi, je vais commencer des choses, vous allez les terminer. Vous allez commencer des choses, je vais les terminer. Et voilà. Et c'est ce qui les amène à travailler sur des choses mythiques. Parce que je le rappelle, Teddy Riley, il est au top de son game à ce moment-là. Il est en train de changer le son. La New Jack, c'est fini. Donc, il est en train de changer le son. Il bosse sur le premier Blackstreet. Et surtout, il produit aussi le groupe de son frère, groupe de rap qui s'appelle Rux and Effect. Et ils font ce tube incroyable multi-platinum qui s'appelle Rum Checker. Et les Neptunes sont à la production additionnelle sur ce morceau. Et Pharrell le dira, c'est le premier morceau à nous qui est vraiment sorti au niveau national. C'est ce morceau-là, même si c'est produit par Teddy Riley et nous on est un tout petit derrière. Il dit, mais ils sont dessus. Voilà, nous on sait qu'on a bossé dessus. Et voilà, et ça leur donne un courage, une force et tout. Ils se disent, putain, donc on peut le faire. Et surtout, Teddy Riley a énormément confiance en eux. C'est clair. Donc il les met sur Blackstreet. Parce que le dernier morceau, là, Tonight's the Night, c'est produit par les Neptunes. Alors, le son n'est pas comme... non, ils n'avaient pas encore le son. Il n'y avait pas encore cette identité futuriste qu'a Neptune, mais ils sont dessus. C'est-à-dire qu'ils sont tout jeunes, ils sont encore adolescents. Et ils sont sur des gros trucs. Le premier album de Blackstreet, c'est un carton énorme aux États-unis. Et ils sont dessus. Rux and Effect, c'est un carton énorme. Ils sont sur 2 morceaux sur Rux and Effect. Il y a un morceau qui s'appelle New Jack Swing 2. Morceau incroyable. Ça veut dire après Rum Shaker, c'est mon morceau préféré de l'album aussi. Et je me rends compte que mes 2 morceaux préférés de l'album de Rux and Effect, il y a les Neptunes dessus. Mais je sais pas qui c'est encore. Au moment où ça sort, ils n'existent pas. Ils sont pas identifiés. Bien sûr. On dit Teddy Riley. Donc Teddy Riley, il les met sur plein de coups, dont le remix de Right Here
de SWV. Exactement. Où Pharrell pose sur une autre version du morceau. Mais c'est fou. Tu vois, Teddy Riley, c'est Teddy Riley. Et c'est ça que j'aime bien avec les États-Unis. Après, j'espère qu'ils ont été normalement payés. Mais Teddy Riley, c'est Teddy Riley. S'il veut, il fait tout seul la musique. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Il a le talent pour et il a le nom. Et il se dit non, j'ai besoin d'une vibe que ces deux mecs-là, ils ont et que moi, j'ai pas. Et ils rajoutent et tout. Et ils font ce remix Human Nature avec le truc sample de Michael Jackson et tout. Et qui est un carton total. Donc, je sais pas si on se rend compte, mais Neptune, ils sont inconnus, mais ils sont déjà sur des tubes. C'est ça. Sur des albums qui se vendent énormément. Je pense que quand t'es Neptune, c'est encourageant. Bien sûr. Surtout que tu as été pris sous les ailes d'un gros directement et ça ouvre les portes de la musique et des maisons de disques. C'est clair. Il rencontre des gens. Putain, Mais surtout, j'ai l'impression Teddy Riley, contrairement à Devante Swing pour Timbo, il a l'air de les traiter mieux. Alors en tout cas, on n'a pas encore eu de livre de Pharrell ou de Chad. Donc, il n'a jamais dit de mal, alors que Timbo, j'ai lu son bouquin, il nous dit clairement c'était l'esclave de Devante Swing. Et c'est dur. Mais voilà, en tout cas, eux, ils se retrouvent sur des grandes choses, ils sont avec une légende et du coup, ça les encourage à continuer et ils vont commencer à bosser et ils vont commencer à vraiment porter le nom de Neptune, commencer à produire pour d'autres gens. Pharrell fait toujours des trucs pour lui, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui est au micro aussi, mais en tout cas ils comprennent que c'est par la production qu'ils vont exploser et après ils pourront faire leurs choses. Et il faut savoir, ce nom Neptunes, à la base c'était un groupe qu'ils avaient, un groupe pseudo-rap qu'ils avaient au lycée en fait. Il y avait Pharrell, Chad et deux autres personnes, j'ai oublié leur nom, et donc du coup lorsqu'ils se sont mis que tous les deux en tant que producteurs, ils ont gardé ce nom Neptunes. Je trouve que le nom est magnifique. Le nom est magnifique. Parce que leur son est planétaire. Voilà. Exactement. Maintenant, on va parler du nouveau son, le son de Neptunes. Parce que quand ils bossent avec Teddy Riley, c'est quand même d'abord le son de Teddy Riley. Bien sûr. Et eux, ils sont pas exprimés totalement. Faire, mais voilà, ils n'ont pas encore leur touche, ils n'ont pas encore leur marque. Et finalement, ils travaillent dans l'ombre, ils sont totalement motivés. Ouais. Le grand Teddy Riley a aimé leur musique. Donc alors que là, on est encore début 90. Hein. Ouais. Mais ils se disent que le grand Teddy Riley a aimé leur musique. Tout le monde peut aimer leur musique. Absolument. Voilà. Donc ils bossent dans l'ombre beaucoup. Et en fait, le premier morceau, entre guillemets, qui fait un espèce de hit, en tout cas dans la communauté hip-hop, c'est un hit, qui est produit par les Neptunes, le truc qui les met vraiment sur la carte et à partir duquel les gens disent « Ok, on veut des sons de Neptune, nous aussi », c'est Noriega avec Super Thug. Absolument. Quel morceau. Absolument. Moi, la première fois que j'ai entendu ce morceau, j'ai pété un câble. J'avais envie de tout casser et tout, c'est n'importe quoi. Ce qui est très fort, c'est qu'ils arrivent à, on le verra par la suite, mais de faire avec Noriega un truc Thug, à faire des trucs avec comment ça s'appelle, Britney Spears, où ils savent tout faire, toucher tout le monde et commencer avec un truc Thug comme ça. Mais ce qui est dingue, c'est très fort. Ce qui est dingue sur ce morceau, c'est que déjà, il y avait des prémices de leur côté pop. Le morceau, il est KRA à mort et tout. T'écoutes le morceau, tu vas faire la guerre tout de suite. Ah, c'est clair. Mais dedans, Pharrell, il chante, il a un petit passage, un petit pont où il chante. Et c'est un gros truc de pop des années 80 qui chante. Il reprend la mélodie, mais il met un texte de KRA dessus. Mais il reprend une mélodie d'un vieux morceau de pop que j'entendais, moi, quand j'étais petit, dans les années 80. Oui, j'étais déjà là dans les années 80. Et c'est là que moi je me dis, mais comment il peut reprendre ça sur un morceau qui s'appelle Super Thug? Et en fait, il était déjà en train de marquer son terrain. Absolument. Genre, là on vous fait un morceau Thug, mais nous on fait pas que ça. Attention. Ouais. Il était déjà en train de marquer son terrain. Mais quel morceau? Moi je me rappelle à l'époque où c'est sorti. Moi j'avais acheté l'album de Noriega, parce que j'aimais Capone et Noriega, le duo. Ouais. Là c'était son premier album solo. L'album je l'ai pas trouvé ouf, jusqu'à ce que j'arrive à ce morceau-là, je dis. Mais ça, c'est incroyable. J'écoutais ça en boucle. Et à l'époque, je voyais beaucoup Diams, la rappeuse. Et elle m'appelle, Driver, t'as écouté le morceau Super Thug de Noriega? Et moi, j'étais là, bien sûr que j'ai écouté. Et c'est le problème, c'est que t'étais où j'ai crié quand tu pensais à ce morceau. Parce que le refrain, c'est n'importe quoi. Ouais. Tout est n'importe quoi. Et quel morceau! On était traumatisés, vraiment. Et voilà, le son ressemblait à rien d'autre.
C'est la force des Neptunes. Ils avaient créé un son. Et donc là, c'est là, quand t'as ton son, tu crées ton son et que ça marche, parce que le morceau de Noriega a marché. Là, t'as tous les artistes américains qui t'appellent. Neptunes, je veux un son. Neptunes, j'en veux 2. Neptunes, je veux tout un album, machin. Tu vois, il y a un groupe, Philly's Most Wanted, on en parlait en antenne tout à l'heure. Donc, comme le nom l'indique, un groupe de Philadelphie. Eux, ils ont tous leurs albums produits par Neptune. Parce qu'à un moment, ils ont kiffé le son, ils se sont dit, nous, on veut tout. Puis c'est révolutionnaire et ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque. Timbaland, il était déjà bien installé. Dre commençait à prendre un peu de recul et il y avait personne pour renouveler le genre, tu vois. Bam, Shad Hugo, Pharrell, ils arrivent, ça fonctionne avec Noriega. Et là, Philly Most Wanted. Moi, là-bas, je pensais que Philly Most Wanted avait été signé chez Star Trek. On reviendra après sur Star Trek. Parce que, comme tout l'album est fait par les Neptunes, je me suis dit, ils ont signé chez eux, tu vois. Même pas. Non, ils ont fait leur album, ils ont des cadeaux. Et on en parlera plus tard, mais ce qui est dingue, c'est que quand tu travailles avec Neptune une fois, et qu'en plus ça marche, tu reviens. Il y a de grandes chances que tu vois Neptune sur tous tes albums en vrai. Tu reviens. Et donc voilà. Et la force qu'ils ont aussi les Neptunes, on a vu avec ce morceau de Noriega, c'est que pendant toute une année, ils vont faire plein de productions. Il va y avoir des numéros 2, des numéros 3, des numéros 5, mais ponctuellement pendant l'année, il y aura 2 ou 3 numéros 1. Ils sont toujours là, ils sont toujours dans le top. Tu vois, pas à chaque fois numéro 1, mais ils sont toujours dans le top. C'est régulé. Donc tu sais déjà que on est mis presque fin 90, tu sais déjà que voilà, eux, ce sont des faiseurs de hits. Alors que c'est le début. Mais tu le sais déjà, c'est identifié, hitmaker. Non mais c'est clair. Du coup, ils sont en train de créer le nouveau son pour la radio. Et il y a un truc qui est important et qui est malin, c'est que Pharrell, il commence de plus en plus à proposer des morceaux aux gens avec des refrains déjà faits. Mais on commence à entendre la voix de Pharrell à droite, à gauche. Après, il faut savoir que pour Noriega, c'était pas forcément ça, mais sur la suite, en fait, les Neptunes, eux, quand ils produisent un morceau, ils écrivent les paroles en même temps. Tu vois, c'est-à-dire que après, pour les rappeurs, c'est pour ça que j'ai dit ça. Moi, je pense surtout aux rappeurs. Le rappeur propose un refrain écrit. Il y a le refrain déjà. Mais sinon, il clive la chanson, elle est terminée. C'est fait. Mais voilà, en tout cas, ils définissent un nouveau son. On sent que Pharrell, il a sa touche dedans parce que les rythmiques, les batteries, elles sont comme personne. Et c'est ce qui fait que dès que tu entends les éléments, tu dis c'est produit par Neptune, tu arrives à reconnaître tout de suite. Dès les premières notes, tu sais que c'est Neptune. Shad Hugo, il a des claviers incroyables qui partent dans d'autres sens. Et ce qui est dingue, ça veut dire, c'est que à Virginia Beach, il y a Timbaland et il y a Neptune. Les deux, ils ont révolutionné le son. Ils ont créé quelque chose de nouveau. C'est là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas leur campagne là. Qu'est-ce qui se passe là-bas Leur village est incroyable. C'est un village. Et surtout les Neptunes, quand t'écoutes, il y a des sons futuristes qui arrivent. T'as des bruits dans quoi. Je sais pas ce qu'il fait Shad avec son clavier, mais t'as des bruits qui arrivent. Et en fait, t'es mis dans. Ça s'appelle les Neptunes parce que t'es plus sur Terre quand tu les écoutes. C'est terminé, t'es dans l'espace, tu vogues, il y a plus de pression atmosphérique, il y a plus rien, t'es là, tu vogues et tu flottes et tu profites du morceau. Et tu te téléportes. Et tu te téléportes, exactement. Très bien. Maintenant, on va parler d'une artiste qui est la première sortie du label des Neptunes qui s'appelle Star Trek. On va parler bien sûr de Kelis. Exactement, Kelis qui... en fait, la connexion s'est faite avec Pharrell par rapport à des amis qui sont sur New York. Bon, ils venaient de faire la production pour Noriega, donc ils traînaient beaucoup sur New York, Pharrell, et ils se sont mis en connexion avec Kelis. Kelis, qui est une meuf d'Harlem, il me semble, qui a eu l'habitude de chanter dans les chorales comme beaucoup de chanteuses américaines. Comme tous les Noirs aux États-Unis. Ils ont tous commencé comme ça. Et puis, en fait, elle écrivait aussi beaucoup. Et on verra par la suite que c'est ce qu'il a fait quitter les Neptunes et Star Trek. Donc elle écrivait beaucoup, ils se sont mis en relation et en fait le feeling a bien fonctionné. Donc ils l'ont signé chez Virgin parce que Star Trek, on va expliquer d'ailleurs après Star Trek, j'expliquerai après. Donc Star Trek était signé chez Virgin. Donc ils disent ok, on va lancer notre label et le premier artiste et la vitrine de ce label, ce sera toi. Ils lui font un album qui était prêt 98, mais ils font quelques retouches et le premier album Kaleidoscope de Kelis sort en 99 avec une pochette un
incompréhensible en fait. C'est Kélis qui est, elle est pratiquement nue en fait. Elle regarde en l'air et son corps est totalement peint. On dirait que quelqu'un a jeté, tu sais, il a mis le pinceau dans le pot et a jeté comme ça sur Kélis, donc ça lui a repeint tout le corps. Et en fait, elle arrive donc 99, il y a cette émergence de tout plein de nouvelles chanteuses, tu vois, qui sont arrivées un peu avant ou un peu après. Tamia, Christina Milian, même l'arrivée des Destiny's Child, toutes ces chanteuses qui sont un peu lisses, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que elles chantent l'amour, mais elles vont pas être forcément violentes, entre guillemets. Ouais, je vois. Kélis, elle arrive avec Call Out There. Quel morceau? N'importe quoi. Où dedans, en fait, elle crie. Ah putain. Alors déjà, sur une prod Neptunes, on parlait tout à l'heure des Neptunes qui est très futuriste, très up-tempo aussi, où tu mélanges, il y a de la batterie, puis Chad Hugo, qui fait des bruits avec son clavier. En fait, quand tu l'as comme ça, tu te dis, mais c'est incompréhensible ce morceau. Et donc elle arrive avec ça, c'est le premier morceau de son premier album qui tranche complètement avec le reste. Et à vrai dire, hein, moi, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai pas aimé du tout. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'où? Une meuf qui est là, les chanteuses R&B, elles sont censées chanter l'amour. Elle vient, elle crie, elle dit que I hate you so much right now, avec une voix un peu trafiquée, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette fille? Et en fait, quand tu prends le reste de l'album, ça n'a rien à voir avec ça. C'est beaucoup plus doux, c'est toujours très neptunien, mais c'est beaucoup plus doux et en fait ça tranche totalement avec le reste de l'album, donc on sait pas où la placer au final cette Kélis, tu vois. Elle chante bien, elle est un peu, on la pense un peu dingue à cause de ce premier single et on dit mais d'où elle vient, qu'est-ce qui se passe? L'album a plutôt bien fonctionné, enfin plutôt bien, il a été or je crois, ça, mais c'est loin d'être un truc à inonder le marché planétaire. Le premier single, c'était un raz-de-marée. Le premier single a été un raz-de-marée. Il n'y a pas eu de single par la suite. Donc en fait, ils ont tout misé là-dessus. Il y a eu un autre single. Attends, justement, j'étais en train de réfléchir. Une espèce de balade, je sais plus. Il y a eu un autre single, mais en effet, il n'a pas fonctionné. Parce que les gens attendaient une Kélis complètement folle et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas ça. Ils voulaient la Kélis qui crie là. Exactement ça. Par la suite, en fait, il y a eu 2 ans qui sont passés. Ils ont travaillé sur le deuxième album de Kélis, qui est Wonderland avec un A, pas avec un O. Okay. Et en fait, c'est aussi un jeu de mots. C'est un jeu de mots sur plein de choses. Sur la pochette, en fait, Kélis, elle est face à un miroir et t'as l'impression qu'elle va rentrer dans le miroir comme Alice au pays des merveilles, tu vois. Donc en fait, c'est un peu comme ça. Et cet album-là, ce deuxième album, n'a pas du tout fonctionné. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que cet album est sorti uniquement en Europe. Ah bon? Il est sorti uniquement en Europe, c'est fin 2001. Il est sorti uniquement en Europe parce que, on en parlera derrière, mais le premier album de Nerd avait super bien fonctionné en Europe, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Et ils se sont dit, bah écoute, vu que c'est Star Trek, on va le sortir en Europe, on va voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne, on le sortira aux États-Unis. Okay. Ça n'a pas fonctionné en Europe. Oh merde! Ça n'a pas fonctionné parce que y a eu, là pour le coup il y a vraiment eu qu'un seul single, c'est le premier morceau d'ailleurs, Young, Fresh and New, qui n'est pas du tout dans le Kélis. Je m'en rappelle même pas. Mais parce que en fait, je vais dire, cet album, très peu de gens l'ont écouté, c'est un album qui est très doux. Et en fait, c'est un album qui mélange beaucoup de choses. Il y a un peu de rock, il y a des morceaux un peu soul, tu vois. Shooting Star, c'est un morceau un petit peu soul où Pharrell intervient de temps en temps. Il fait sa voix douce sur un refrain. Et cet album, en fait, je trouve que c'est le plus réussi de Kélis. Okay. Tu vois, il y a aucun morceau qui t'agresse. Il y a le morceau Popular Thug avec l'Eclipse, qui n'a pas été sorti en single. Et pourtant, cet album, si vous avez l'occasion de l'écouter, vous allez voir le morceau Perfect Day, qui a été écrit aussi par Gwen Stefani, qui plus tard travaillera aussi avec les Neptunes. Mais moi, je trouve très bien, et sincèrement, pour moi, c'est l'album le plus réussi de l'association Neptune-Kélis. Vraiment, ça cartonne. Enfin, musicalement, sinon au niveau des ventes, c'est une honte incroyable. Ça n'a pas fonctionné. Je sais même pas s'il est sorti aux États-Unis du coup. Il faut savoir que je parlais tout à l'heure que Kélis écrit ses textes, mais quand tu travailles avec les Neptunes, c'est eux qui te font tout. C'est-à-dire qu'ils te font la prod, ils te font les lyrics. Et ce qui se passe, c'est que Kélis, quand elle vient en studio, on lui donne, voilà, ça, c'est ton texte.
ça, c'est ton instru. Tu vas au niveau de la cabine là-bas, tu écoutes l'instru et puis t'es gentil, tu nous enregistres le morceau. Au bout d'un moment, elle en a eu marre, Kélis. Même s'il y a quelques morceaux par-ci par-là qu'elle a écrites, qui sont jamais sortis en single, mais la plupart du temps c'est ça. Et elle se sent un peu frustrée. Du coup, pour le 3e album, Testy, elle va un peu s'émanciper des Neptunes. Elle est toujours chez Star Trak, mais le premier single est un morceau produit par les Neptunes et écrit par les Neptunes, Milkshake, qui est extraordinaire. Incroyable. Super morceau. Mais ce qui est intéressant, c'est que le titre de l'album, c'est le titre d'un morceau qui n'est pas produit par les Neptunes. Testy, qui a été le 2e single de l'album, n'est pas produit par les Neptunes, n'est pas écrit par les Neptunes. C'est Dallas Austin qui l'a produit, et il me semble que c'est Kélis qui l'a écrit. Et cet album marque justement la fin de la collaboration Star Trak, Kélis et Neptune, Kélis. Les Neptunes sont présents 4 fois sur l'album, mais ce qui est intéressant sur cet album, c'est le début de la collaboration avec Raphaël Saadiq, qui va être importante par la suite. On fera peut-être une spéciale. Peut-être pas une spéciale Kélis, mais peut-être qu'on en reviendra. Peut-être une spéciale Raphaël Saadiq et on en parlera. Et en fait, cet album a plutôt bien fonctionné. Il a même pas fait or, mais il a relevé le niveau par rapport à Wonderland. Et cet album est plutôt pas mal. Et puis Milkshake, c'est un carton. Milkshake, c'est un carton total. Mais surtout, le morceau Glow, le premier morceau avec Raphaël Saadiq, il est extraordinaire. Et ce côté soul qu'on a pu avoir sur Shooting Star dans l'album Wonderland, on le retrouve encore plus poussé parce que la prod de Raphaël Saadiq avec sa basse qui est dessus et certainement il l'a aidé à écrire, ça donne quelque chose de très bien et on sent que du coup sur Kélis Was Here, sur cet album là, Raphaël Saadiq sera énormément présent. On sent que l'association est bonne. Ça fonctionnera pas, mais l'association est bonne. Et donc du coup après tout ça, Kélis, elle s'en va de chez Star Trak. Mais Star Trak, donc, je sais pas si on peut faire un petit quelques mots sur le label. Star Trak, il faut savoir que, alors déjà, c'est un jeu de mots Star Trak, Star Trek, parce qu'ils sont fans de Star Trek. D'ailleurs, si vous regardez le cycle de Star Trek, c'est les cycles de Star Trek, mais mis couchés sur le côté. Et donc, en fait, chez Star Trek, ils ont signé pas mal d'artistes R&B. Enfin, pas mal. Ils ont travaillé avec beaucoup d'artistes R&B. Ils ont sorti Robin Thicke. Ouais, le fameux. Parce qu'il faut savoir que Robin Thicke, avant d'être un sex symbole, c'était un mec crade avec des cheveux longs qui faisait du vélo en débardeur dans New York. Ok, ça c'était sur ce premier album. Il a signé chez Star Trek. On lui a coupé les cheveux, on lui a mis un costume, on lui a mis une barbe pseudo mal rasée. On lui a fait Wanna Love You Girl. T'es en train de me dire que avant son premier album, c'est son deuxième album. Trek, il avait fait un premier album. Il avait fait un premier album. Je savais pas du tout. Il avait fait un premier album et moi aussi, c'est par la suite, lorsque Evolution of Robin Thicke est sorti, je me suis renseigné un peu, j'ai fait, mais il sort d'où ce mec-là? Pourquoi il était signé chez les Neptunes? Et donc, il avait fait un album avant, mais allez checker le clip, on le voit, le clip, et je vous jure, il est en finale. Je comprends pourquoi, parce que les Neptunes ont ressenti une affection particulière chez un mec qui était un nerd au final. C'était un nerd, je vous dis, cheveux longs, pas très propres, il roule dans New York en BMX. Ok, il pédale dans son clip. Je vois. Donc du coup, ils l'ont signé et ils ont fait le sex symbole que c'est devenu, tu vois. Même si ils lui ont pas produit beaucoup de morceaux, ils ont dû en produire 3 ou 4 maximum, mais c'était devenu le fer de lance de Star Trek. Bien sûr. Ces 2 premiers albums là-bas ont vraiment bien fonctionné. Bien sûr. Jusqu'à cette polémique. D'ailleurs, le jugement est passé. Donc, c'était en 2013 sur le morceau Blurred Lines, qui était le nom de l'album aussi de Robin Thicke. Donc, les droits par rapport à Marvin Gaye. Et puis surtout, la façon dont la femme est traitée dans ce clip. Tu vois, elle est traitée comme un animal. Et c'est un peu les paroles aussi. D'ailleurs, on verra que par derrière, Pharrell a fait l'album Girls pour se dédouaner un peu de tout ça. Et sur l'album Girls, il est avec plein de filles. Et le premier single, c'est Madonna, il me semble. Et bref, ça parle beaucoup de filles dedans et il a essayé de redorer son blason un petit peu. Ça, en tout cas, dans le clip, à côté. Il a des chaussures sans chaussettes. Ouais. Et c'est incroyable. Et c'est des chaussures de ville comme ça, un pantalon très court, pas de chaussettes et il danse comme ça avec T.I. et tout ça. Il faut savoir que étrangement, on dirait Bill Cosby. Que Pharrell et Shad Hugo et même Shay, quand on parlera des nerds, ils étaient souvent élus les meilleurs plus mal habillés. Et c'est une vraie phrase, hein. Les meilleurs plus mal habillés. Donc en compétition, il y avait souvent Nelly. En fait, c'est tous ceux qui de la campagne. On élisait qui étaient les plus mal habillés.
Il y a un jour, j'ai vu un truc comme ça, ils ont mis dans le classement, ils avaient mis will.i.am de Black Eyed Peas. C'est pas étonnant. c'est pas étonnant. Donc, et puis chez Star Trek, en fait, il y a plein d'artistes qu'on pensait être chez Star Trek, mais qui n'y étaient pas. On parlait de Philly Most Wanted, de Clips. Ouais. Clips, ils y étaient. Ouais, pardon. Clips, ils y étaient. Et ça, je pense que Clips ont aidé les Neptunes à avoir ce côté rue, ce côté street, parce qu'ils ne l'avaient pas forcément, parce que toutes les prods Star Trek, c'était... On va parler de Clips juste après. Donc, voilà, donc bref, pour revenir sur Kellys, le deuxième album, pour moi, c'est le meilleur. Il n'a pas marché du tout, parce qu'il n'y a pas de vrai single, à part Popular Talk, qui n'a pas été un single, mais allez l'écouter, il est vraiment bien. Voilà, moi j'aimerais juste donner des nouvelles de Kellys aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, elle avait épousé Nas. Ouais. Voilà. Un peu plus tard, bon, ils ont eu un enfant. Un peu plus tard, ils ont divorcé. Bien sûr. Qui a donné un très bel album de Nas. Et ouais, ce qui paraît, je l'ai pas écouté. Toujours pas d'ailleurs. Mais bon, bref. Et comment ça s'appelle? Aux États-Unis, la pension alimentaire, c'est pas ce que c'est en France. C'est un truc énorme. Ouais. Plus ton mari gagne de l'argent quand t'es la femme avec qui il a eu l'enfant, plus tu peux lui demander des sommes astronomiques par mois. D'accord. Donc Nas, qui est un rappeur à succès quand même. Surtout par rapport à Kellys. Voilà. Donc à un moment, elle lui prenait beaucoup d'argent, et tellement lui prenait beaucoup d'argent, lui, sa carrière, elle battait de l'aile un peu à Nas. Il vendait plus autant de disques qu'avant. Donc il a commencé à aller un peu, avec son avocat, pleurer à la barre devant le juge en disant ouais, faudrait baisser la pension alimentaire. Je peux plus assumer. Ils ont dit ok, on va baisser un petit peu. Bon, vraiment, sa carrière elle bat de l'aile à Nas. Donc il faut qu'il renfloue les caisses. Donc il signe un gros deal avec Live Nation, le tourneur, pour faire des concerts. Et il touche un gros chèque et il arrive à payer des dettes. Donc des dettes il y a de l'argent qu'il devait à Kellys qu'il n'arrivait pas à payer. Donc en faisant ce deal avec Live Nation, il arrive à régler ses dettes et payer ses trucs. Ok. Donc Kellys est un peu énervé parce que la pension alimentaire a un peu baissé. Le juge a dit non, Nas il gagne plus autant d'argent qu'avant, donc faut baisser. Et là, il y a pas longtemps, en fait, Nas il avait investi dans une start-up des années avant. Il se trouve que là c'est seulement maintenant le truc qui marche. Et il a été revendu, mais revendu à une somme astronomique. Ils sont plusieurs dessus à avoir investi. Et lui, l'investissement qu'il a fait, Nas, lui a rapporté 40 millions de dollars. Oh, c'est un beau billet, là. Voilà, donc là, Nas, il s'est remis bien financièrement. Ah bah ouais. Kellys s'est revenu à la charge. Comment ça? Faut augmenter ma pension alimentaire. Je sais qu'il a gagné de l'argent, tout ça. Là, ils sont dans des histoires, là. Déjà, elle avait empêché Nas de voir le fils, tout ça. Donc lui, il a dit ouais, mais moi, elle m'empêche de voir mon fils. Bref, ils s'en pris la tête. Donc là, il est en train de gagner pour voir un peu plus son fils. Mais de l'autre, son fils. C'est une fille, je crois, parce qu'il y a le morceau d'auteur qui a. Ouais, c'est une fille. Je crois que c'est une fille, je sais plus. En tout cas, l'enfant. Et l'enfant. Ouais. Et pendant ce temps, elle est en train de se battre pour avoir un peu d'argent sur ses 40 millions. Donc voilà où elle en est aujourd'hui. Pas une chanson, rien ne sort, pas de musique, mais elle se bat. Je crois que le dernier album de Kellys, c'est l'argent de Nas. Ouais, il me semble qu'il y avait un truc avec David Guetta, un truc étrange, un truc un peu électro, tout ça, un album comme ça. Mais voilà, en tout cas, voilà pour les nouvelles de Kellys. Voilà. Moralité. Nas, j'ai dit beaucoup de mal de toi, mais sur ce coup-là, bats-toi quand même. Te laisse pas faire, mon frère. Moralité, fallait pas partir de chez Star Trek. Tout simplement. Ouais, après moi je pense que ils étaient arrivés en fin de cycle aussi, tu vois. Après moi je peux la comprendre, c'est-à-dire qu'elle est chez Star Trek, mais les meilleures productions ils les envoient à d'autres personnes. Ils les envoient à Nelly, ils les envoient à Jay-Z, ils les envoient J'avoue que ça peut être énervant. Justin, ils les envoient... Tu dis pourquoi je suis là-bas? Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis là, je suis l'artiste phare et les meilleurs prods c'est pas moi qui les ai. Moi je peux comprendre l'ego de Kellys. Voilà. Et maintenant on va parler de ce qui, pour moi, est la meilleure chose de Neptunes. Clips. La meilleure chose de Star Trek, peut-être. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de faire des prods pour les autres et tout ça, machin, c'est très bien. Mais tu vois, quand tu fais une prod pour Jay-Z ou Nelly ou Snoop et tout, les mecs, c'est déjà des stars. Alors, ce qu'ils leur fournissent, c'est énorme. Ils leur fournissent des tubes, mais c'est déjà des stars. Mais Clips, ils les ramènent, c'est personne. C'est vrai. On les connaît pas. C'est des mecs de Virginia.
tout le monde s'en fout. Tout ça, et ils en font quelque chose d'énorme. Ils ont mis Virginia sur la carte quand même, hein, les Neptunes. Ils les ont mis sur la carte. Ils ont sorti ce premier album qui, pour moi, est une pièce maîtresse. Un album magnifique. Et c'est surtout un album qui ne parle que de vendre de la drogue, préparer de la drogue. Et ils en ont fait un album qui est devenu platine avec le temps. Un truc de drogue, quoi. Ce sera pas le cas de tous les mecs qui vendent de la drogue qui sont produits par les Neptunes. On en parlera peut-être après. Mais le truc qui est fou, c'est que Neptunes, quoi, c'est-à-dire ils ont ce côté de faire des morceaux pour la radio, faire des morceaux pour les clubs. Eux, tu les regardes, ils ont ce côté geek, nerd et tout ça. Et là, ils produisent deux mecs qui, quand on les regarde, on sent qu'ils ont un côté aussi... j'exagère un peu peut-être, mais hipster dans la façon de s'habiller et tout ça, machin. Je crois que c'est le côté Virginia Beach. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça. Ils s'habillent comme ça. Alors que les mecs, c'est un rap de Kaira, c'est un rap de dealer, et c'est ouf. Et moi, j'étais là, je comprends pas, j'étais perdu. Et ils font évoluer leur son en le dépouillant. Il y a de moins en moins d'éléments. Je pense au premier single de l'album, Grinding. Il y a rien. J'adore ce morceau. Pharrell commence à faire des bruits. Et des trucs bizarres. Il y a que de la rythmique et les deux frères là de Clips, ils rappent comme des malades dessus et tout ça. Moi, c'est-à-dire moi, la première fois que je vois le clip, moi je découvre le morceau par le clip, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à rien. Je comprends pas, mais ça tue. En fait, c'est souvent ça les Neptunes, c'est-à-dire qu'on comprend pas. Mais ça tue. Mais ils tentent des expériences, ça veut dire c'est risqué. Et je trouve que Virgin, ils leur font vraiment confiance parce que n'importe quelle autre maison de disques, ils auraient dit non, ça sort-le en deuxième, troisième single, quand ça marche déjà, peut-être là, balance un truc plus évident et tout. Et premier single, Grinding, vraiment, c'est chelou. C'est très chelou. Et ça a cartonné. Ouais. Alors après, il y a des morceaux incroyables dedans. Donc il y a God Damn qui est la première version de Hot Damn. God Damn. Ça c'est incroyable. Il y a Gangsta Lean, c'est sur le deuxième. You make a nigga have a Gangsta Lean. J'ai l'impression qu'il est sur le premier. J'ai l'impression. Enfin, j'adore ce morceau-là aussi. Tu vois. Ça, il y a le morceau avec Face Evans, Mad on Love Her. Non mais. En fait, ils ont réussi à faire du rap de Kaira un rap grand public. Ouais. Tu vois, et c'est ça qui est très très fort. Et c'est dur. Et c'est là où Neptune, vraiment, moi, là, je commence à me dire, les mecs sont forts. Comment tu peux signer ces mecs-là qui te parlent que de préparer de la drogue, de vendre de la drogue, et de dire on va en faire un grand truc, et tu les mets disque d'or et plus tard platine. Comment vous faites? Moi, c'est là que je me dis, non, les mecs, ils ont vraiment une touche, ils sont vraiment forts. C'est la magie des Neptunes. Je vais faire une comparaison vite fait avec un artiste qui était chez Star Trek que dont j'ai oublié de parler, c'est Kenna. Kenna qui du coup c'est Shad Hugo qui s'en occupait beaucoup plus que Pharrell, et c'est là où on se rend compte que Shad Hugo c'est le mec le plus dingue des deux, c'est qu'il part dans tous les sens, et en fait il t'a fait de ce mec Kenna qui était un mec très rock'n'roll, il y en a fait quelque chose de complètement dingue, et ce deuxième album, Make Sure They See My Face, c'est un truc qui pourrait ne pas passer en radio parce que c'est trop expérimental, tu vois. Et pourtant, alors ça n'a pas cartonné, mais c'est un morceau, c'est un artiste qui a beaucoup tourné et dont beaucoup de gens ont parlé, alors que tu prends cet album, c'était pas préparé. C'est pas évident à écouter. C'était pas préparé, tu te prends une gifle et tu te dis mais qu'est-ce que je viens d'écouter, quoi. C'est vraiment ça les Neptunes. Et c'est là où c'est des mecs qui lançaient des trucs, des tendances. Ils en avaient rien à foutre. Ok, la tendance, c'est ça, nous on va faire ça. C'est ça. Et ils prenaient des risques. Hein, et vraiment, Clips, c'est vraiment pas évident. C'est un risque. Hein. Et surtout pour leur image, parce qu'ils n'avaient pas cette image. Même s'il y a eu ce morceau avec Noriega où ils ont fait d'autres rappeurs, mais ils n'avaient pas forcément le label n'avait pas cette image. Mais il leur manquait ça, je pense. Et ça a été important pour eux. C'est bien qu'ils aient produit Clips. Et en plus, voilà, c'est des mecs de chez eux. Ouais. Voilà, Pusha T et Malice, les deux frères. Pusha T continue en solo aujourd'hui, Malice il prêche maintenant dans la religion. Ouais. Et à un moment il parlait même de faire un album religieux. Ouais, exact. Snoop lui a soufflé la priorité. L'album de Snoop qui est rentré numéro 1, c'est incroyable. Incroyable. Il nous a fait un 30 titres de gospel. Snoop est fou. Snoop il fait tout. Il fait ce qu'il veut. Tout le monde dit oui. En même temps, regarde la tracklist. Il y a Charlie Wilson dessus. T'as plein de stars. Tu vois. Un album de gospel, quoi. Ouais, bien sûr. Il fait il a fait un album de reggae pendant longtemps. Tu vois, il fait ce qu'il veut. Mais bon, on parlera de Snoop un peu plus tard. En tout cas, voilà, Clips.
Malheureusement, le deuxième album marche beaucoup moins. Pourtant, il est pas. Et j'adore la pochette de Hazel à No Fury. Ouais, ils ont des couronnes sur la tête. La pochette, elle est toute blanche. Ils sont assis. Ils sont pas en train de peser de la cocaïne quelque part sur le CD. Je crois, je sais plus. Mais j'adore la pochette. C'est des ouf. Il y a un troisième album qui est sorti où il y avait Popular Demand qu'on va écouter juste après. Un morceau incroyable. Mais bon, bref, en tout cas, super rappeur. Pusha T continue en solo, il est signé chez Good Music. Il est directeur artistique chez Good Music quand Kanye il est dans sa folie. C'est-à-dire tout le temps. Voilà, il confie les rênes à Pusha T. Donc voilà, c'est des gens importants. Pusha T, c'est un mec qui a beaucoup écrit pour Kanye West. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais... Mais je pense qu'il a ghostwrité pour pas mal de gens, Pusha T. C'est sûr, parce qu'il est vraiment très fort. Les punchlines, il a des images de dingue. C'est vraiment... Clips, c'est vraiment un grand groupe. Hein. Je suis pas sûr que tout le monde se rende compte, mais... Moi, je les ai vus en live à l'Élysée-Montmartre. Je les ai vus plusieurs fois. C'était pas... La salle n'était pas complète. Je me souviens, l'Élysée-Montmartre avait tiré un rideau pour couper la salle en deux. Et le concert qu'ils ont fait, mais c'était une tuerie incroyable. Les mecs, ils sont super forts. Et... En live, les prods Neptune, c'est autre chose. Hein. Ah, ça frappe, hein. Alors que l'Élysée-Montmartre n'est pas réputé pour avoir un super son. Mais alors là, c'était extraordinaire. Moi, je les ai vus au Zénith en première partie de Jay-Z. Jay-Z était venu à l'époque de Blueprint. Première partie avec Clips. Incroyable. Je veux bien croire. Incroyable. Moi, je suis conquis par ce groupe. J'adore ce groupe, de toute façon. Moi aussi, j'aime beaucoup. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'ouverture de Clips, comme je le disais en début d'émission, quand ils font le morceau Super Thug, Pharrell, il a un petit pont qui est assez pop sur un morceau super l'ouverture des Neptunes, tu veux dire? Ouais. T'as dit ouverture des Clips. Ah ouais, des Neptunes, pardon. Mais voilà, dès le départ, il mettait une petite touche pop, même si c'était tout petit. Tout doucement, il va s'ouvrir vraiment pop au sens large. Il va proposer de la musique pour tout genre d'artistes. C'est ce qu'il voulait faire dès le début. Il faut savoir, je pense que j'ai déjà raconté cette anecdote une fois dans la sauce, il me semble, je sais plus. C'est l'anniversaire de Tank. Non, ça c'est en France. L'anniversaire de Tank, je crois que j'ai pas fini de raconter. Je suis sûr et certain. Parce que à chaque fois il y a des nouveaux trucs qui reviennent. Mais bon, bref. Et d'ailleurs, non, bref, ça, je peux pas dire ça à l'antenne, je suis un ouf. Des fois, je crois trop, je suis chez moi. Mais t'es grave chez toi. Après, tu frustres le public. Moi, je sais, je veux le savoir. Voilà, mais tu frustres le public. Il y a des trucs, non, mais parce que ça implique d'autres gens et tout. D'accord. Je peux pas raconter la vie. Est-ce que ça implique Hugo? Non. Je sais pas, justement. Non. Bref, ce que j'allais dire, c'est que l'anecdote que j'allais dire, c'est que Pharrell, quand ça commence à marcher pour Neptunes, à un moment, il se retrouve en France, en promo pour je sais pas quel projet. Et il va en boîte de nuit avec des gens de la maison de disques et tout, machin. Et il se retrouve dans une soirée où il y a Joey Star. Donc les gens de la maison de disques lui disent, tu vois, lui là-bas, il s'appelle Joey Star. Il fait partie d'un groupe mythique de rap ici qui s'appelle MTM. C'est énorme. Il dit, ah bon et tout. Il dit, présentez-le-moi. Donc ils emmènent, ils vont voir Joey Star et tout. Et ils disent, voilà, on te présente Pharrell, des Neptunes, Joey Star et tout. Lui, il dit, ok, bonjour. Et lui, le premier truc qu'il dit, Pharrell, c'est, tu veux des sons? You want beats? Tu veux des sons? Tu veux des sons? Tu te dis, me casse pas les couilles, putain, je suis pas venu pour ça, tout ça. Et moi, je suis en soirée, là, tranquille, laisse-moi. Et c'est la différence entre les États-Unis et la France. Déjà, les États-Unis et encore plus Neptune. Les mecs, ça marchait déjà pour eux. Hein. Ils avaient trop la dalle encore. Ils se démarchaient tout le monde. Ouais, mais faut savoir qu'après, ils se sont retrouvés sur la BO de Taxi 3. Bien sûr. Où ils ont fait une prod pour. Il y a Arsenic, qui a un morceau. Et il y a Rof, qui a un morceau. Et le morceau que Rof a. Bon, c'est déjà un morceau qui était sur la compile Neptune se présente de Clones. Mais la compile de Neptune, elle sort après. Elle sort après, mais c'était déjà enregistré. Et en fait, ce qui s'est passé en studio, c'est que Pharrell il met le son et il demande à tous les rappeurs qui étaient là de rapper. Et lui, il va décider qui rappe le mieux, tu vois. Okay. Donc, il y a eu tous les essais et il trouve que Dadou, c'est celui qui s'est le mieux débrouillé sur l'instru. Il dit Dadou c'est celui qui s'est le mieux débrouillé et tout, donc on est en 2003. Et après il demande une question qui est totalement américaine, qui est-ce qui vend le plus? Bah là tout le monde a dit c'est Rof. À ce moment-là Rof c'était il marche sur l'eau. Et là la prod c'est pour Rof. Voilà, l'Amérique. Voilà, tout simplement. Rien à foutre. Putain, tu me rappelles des anecdotes.
T'étais en studio toi aussi? Non, j'étais à New York comme ça, et je croise des trucs, des rappeurs, des rappeuses, tout ça. Et ils me disent, ah, tu viens de France et tout. C'est qui le nom de l'artiste qui vend le plus en France? C'est toujours ça. Bah, c'est moi. Bah ouais, évidemment. C'est moi. Swing Popotin. Mais attends. Numéro 1 des ventes. Ils croyaient que je les voyais pas venir. C'est-à-dire, tu peux pas me mettre en connexion. C'est moi. C'est tout. Et pour vraiment terminer sur ce genre d'attitude, l'attitude américaine, comment ils sont vraiment axés sur les chiffres. Donc j'avais passé un gros séjour à New York et tout pour la musique, pour enregistrer des choses et tout. J'ai rencontré des gens de l'industrie de la musique là-bas à New York, avec qui je suis resté en contact. Et quand je rentre en France, donc là on est en 2002, ok. Quand je rentre en France, il y en a un qui m'envoie un mail. Il est producteur, le mec, et il me dit laisse-moi ton numéro, faut que je t'appelle. Et le mec il est d'origine haïtienne, qui parle un petit peu français. Ouais. Mais mélangé avec de l'anglais, mélangé avec du créole, tout, il mélange tout. C'est pas aussi bien qu'Wycliffe, quoi. Voilà. Il m'appelle et il me dit mon frère, je veux travailler avec L5. Je dis qui? L5. L5. T'as compris. Ouais. Après, il me dit L5. Après, il me dit, ah, L5. Mais pourquoi? Il me dit, bah, j'ai regardé votre billboard français, c'est de ce groupe est numéro 1, je veux travailler. Je dis, mais t'as déjà écouté? Non. Il n'en a rien à foutre. On s'en fout réellement. Voilà. Et ben, Pharrell, il voit Joey Starr, on lui dit c'est un groupe mythique, nanana. Il a même pas écouté. Tu veux des sons? Et Joey Starr, il me casse pas les couilles. Sous Joey Starr, aimable comme il doit être quand il est en soirée, qu'il a envie d'être tranquille. C'est Jaguar. Laisse-moi tranquille avec tes beats. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, le truc, c'est Pharrell, c'est ça, il veut travailler avec tout le monde, et bien sûr. En fait, faut bien dire Pharrell et Chad, parce que beaucoup de gens tombent dans le pharrellisme, mais parce que Chad il est plus en retrait. Réservé, voilà. Ouais, c'est pas Chad qui va aller démarcher Joey Starr ou. Mais en studio, j'ai parlé beaucoup de ce reportage que j'ai vu où je les vois travailler en studio. Bien sûr. Et Chad il est complètement taré, ce mec-là. Bien sûr. Musicalement, c'est les deux. Complètement taré. C'est-à-dire que la vitrine, c'est Pharrell. Il y a des fois, c'est Pharrell qui le calme en disant non, tu vas trop loin là. Tu vois, il est complètement fou, Chad. Et Pharrell, c'est la vitrine, c'est le mec qui se montre. Évidemment. Et c'est le mec qui va vers les gens. Donc, ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai dit, ça marche, Neptune. Ah, bien sûr. Donc, on les appelle tous les jours. Mais même comme ça, eux aussi, ils appellent, ils contactent des gens parce qu'ils veulent être sur tel ou tel projet. Et donc, ils se retrouvent sur un nombre incalculable de projets qui n'ont rien à voir les uns les autres. Là, à partir de 2001, là, pendant 6 ans, pendant presque 10 ans même, ils sont partout. Mais dans tous les... Le point d'orgue, le moment où, ok, la pop appelle Neptune, c'est quand ils font I'm a Slave for You pour Britney Spears. Je pense que ça a commencé un petit peu avant, parce que il y a ce groupe de Justin NSYNC. Ouais. Et, les Neptunes ont produit un morceau pour l'album, je crois que c'est l'album No Strings Attached, il me semble. Hein. C'est le morceau Girlfriend. Avec Nelly. Alors Nelly est présent sur le remix. Ah, c'est un remix, ça. Ouais. Ok. Il y a le morceau Girlfriend et il y a le morceau Girlfriend remix avec Nelly. Ouais. Tu vois. Et d'ailleurs, ce qui a été clippé, ce qui a été clippé, ce qui a amené un autre featuring Nelly, Justin plus tard, mais dans la maison de Hugh Hefner. Exactement. Rest in peace. Exactement. Très important. Et donc ça a commencé sur ça. Donc je crois que c'est 2001. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est 2001. Bam, ils font ça. Et donc du coup, les gens, déjà s'intéresse un peu plus à Justin. Faut savoir qu'aux États-Unis, ça cartonnait NSYNC. En France, personne calculait. C'est l'un des rares boys band qui est pas arrivé en France. Personne. Je crois qu'on en avait marre. Ouais. Personne calculait. Mais du coup, aux États-Unis, le fait que c'est énorme NSYNC aux États-Unis. Ouais. Et le fait que un mec des producteurs qui dans leur label ont les clips, qui ont fait avec Phyllis Most Wanted, avec Noriega, avec plein de trucs comme ça, s'intéressent à NSYNC et plus particulièrement, parce que c'est principalement Justin qui est là sur ce morceau, à Justin Timberlake, on se dit, il y a un truc. Donc du coup, ça fera la carrière de Justin. Mais derrière, les Neptunes se disent, on peut enfin toucher autre chose que le hip-hop et aller voir d'autres artistes, donc pop, qui marchent. Et comme tu as dit, la star de l'époque, Britney Spears. Et c'est la meuf de Timberlake à ce moment-là.
Oui, parce qu'il y a le morceau Cry Me a River qui va arriver par derrière. Mais là, à ce moment-là, exactement. Voilà. Et il y avait cette vanne qui tournait, je pense que c'est Arthur à la radio qui faisait cette vanne, qui disait Justin, c'est le puceau qui a dépucelé Britney Spears. Parce qu'ils avaient cette image lisse, parce qu'ils sortent tous les deux de Disney. Ouais. Donc tu sais, t'as toujours une image lisse quand tu sors de Disney, donc il y avait ce truc-là. Et donc ils commencent à travailler avec Britney Spears, et l'image lisse qu'avait Britney Spears, alors là c'est terminé. Slave for You, ils te l'ont mis en cuir avec un top qui s'arrête juste en dessous les seins, du maquillage noir et un côté ultra sexy. Ouais. Tu vois, et ça a complètement changé. Et le morceau, il est réussi de fou. Il est réussi. Elle a jamais été aussi sensuelle que dans ce clip-là et que dans ce morceau. Moi, honnêtement, Britney Spears, je m'en foutais totalement avant ce morceau. Et là, quand j'entends ça, je me dis, waouh, Neptune sont vraiment forts parce qu'ils l'ont fait faire un truc que tu peux jouer dans les soirées hip-hop. Ouais, mais absolument. Mais même plusieurs morceaux. Alors, Toxic, peut-être un peu moins, mais il y a le morceau Boys. Qui est super bien produit, puis surtout le remix où Pharrell chante dessus aussi, et l'association en fait vocale entre Pharrell et Britney Spears, mais c'est super bon ce morceau, tu vois. Moi, ça fait partie de la tonne de morceaux que je voulais t'envoyer, mais en fait j'aurais dû ramener mon disque dur et brancher ça sur la console. Il aurait fallu tu vois. faire 2 parties comme le 9.3. Mais 1000 parties. Voilà. Ça aurait été. Mais tu vois, ils font avec Britney, donc ça cartonne. Tu vois, parce que c'est l'album Britney, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Mais ça. Je connais pas bien ces albums. Bon, en tout cas, c'est Britney, c'est le 3e album. Et ça cartonne de ouf. Et de là, en fait, ils commencent à travailler avec des artistes hors hip-hop. Ouais. C'est-à-dire qu'ils. Et surtout, je trouve qu'ils amènent toute leur aura et leur image. Par exemple, on arrive à des moments de carrière où Britney Spears ou alors Justin Timberlake via NSYNC, ils ont besoin de dire, on n'est pas que Walt Disney, on peut dire des trucs sales, tout ça. Et avec Neptune, t'as le droit en fait. Neptune, ils font cette musique sexy. Exactement. Qui fait que tu qui peux. Qui est pas vulgaire. Ouais, mais c'est sexy. Ouais. Et tu peux dire et faire des trucs que tu faisais pas avant parce que t'étais Disney et machin. Et c'est ça qui est fort. Et c'est là où c'est pas que de la musique Neptune. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus que ça. Une aura, carrément. C'est beaucoup plus que ça, parce qu'après Justin, sur le premier album, alors à juste titre, on parle tous de Cry Me a River, à juste titre, parce que c'est un morceau extraordinaire, mais dedans, les prods Neptune, que soit Señorita, que soit Like I Love You, ou mon morceau préféré, Take It From Here, les prods Neptune sont beaucoup plus présentes que les prods de Timbaland au final. Ouais. Tu vois, même si Timbo a le morceau et à juste titre, hein, oui, clairement. Mais les Neptunes ont fait beaucoup aussi pour Justin. Señorita, c'est la folie. Et puis il y a des morceaux avec The Clips. Ouais, tu vois, et puis le remix avec The Clips. Donc du coup, ça a donné aussi à Justin cette. Tu vois l'image quand même entre 2 rappeurs qui te parlent de cocaïne toute la journée avec un mec d'un boys band NSYNC. Exactement. Normal. Exactement. Et Neptune, ils te font passer le truc comme une lettre. Rien à faire. Non, c'est normal. Tout va bien. Mais c'est normal. Et c'est passé normal. Voilà. Tu vois. Ils ont vraiment réussi quelque chose et ça, bravo. Et moi, je respecte beaucoup Neptune pour ça. Ils ont bossé avec Gwen Stefani. Mais bien sûr. Groupe No Doubt. Mais après, on verra après, mais ils sont très orientés rock aussi à la base. Ils adorent ça. Donc, lorsqu'ils ont été prendre Gwen Stefani de No Doubt, et qu'ils lui ont fait son premier album, je sais plus le nom, je sais pas si c'est A Lot Girl ou. Enfin bref. Alice au Pays des Merveilles. Ouais. La pochette, on dirait Alice au Pays des Merveilles. Tu vois, et ben ça a pas cassé l'image de Gwen Stefani, c'est sûr, non, mais façon, ça l'a déjà rock, donc ça. Ouais, mais ça l'a poussé un peu plus haut et ça l'a rapproché du côté hip-hop. C'est ce que j'allais dire. Par contre, voilà, elle s'est retrouvée sur des beats, des instrus totalement hip-hop. Le morceau qu'on va écouter tout à l'heure, la Bad Girl. Bah ouais. C'est hip-hop à mort et elle est dessus, normal. Même sur le premier album le premier album de Pharrell, elle est dessus aussi et ça passe tranquille, tu vois. Même si elle fait que le refrain, like that, il est dingue le morceau. Qu'est-ce qu'elle est belle dedans. I love you too. Elle est une de plus. Et puis ils arrivent à faire des hits avec des personnes avec qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler. Je pense à CeeLo Green par exemple. Je pense à Sleepy Blonde, le morceau Margarita qui est tu mets ça l'été. Alors là, tout le monde danse, c'est extraordinaire. Tu prends un verre. En Espagne et tout machin. Super bien. Et en fait, c'est ça la force, c'est qu'ils arrivent à prendre quelqu'un qui n'a pas forcément de hit parce que Sleepy Blonde. Non, Sleepy Blonde, c'est le choriste de Outkast, quoi. Voilà, c'est un choriste. Il chante, il fait des refrains, mais. Et à vrai dire, en dehors de ce morceau-là, il n'y a pas grand-chose. Et bah, bam! Mec, il t'a fait quelque chose, tu vois. J'ai quelque chose. CeeLo Green, ils t'ont fait ça. Après, bon, les gens connaissaient déjà Gnarls Barkley, mais
Il t'a fait des morceaux qui sont vraiment très forts. Et j'irais même jusqu'à dire pour Beyoncé, sur le deuxième album de Beyoncé, Bidet, les morceaux faits par Neptune, je crois qu'il y en a 3. Ça change aussi l'image de Beyoncé. Tu vois, ça lui prouve qu'elle peut poser sur tout plein de choses différentes. Donc, ils sont vraiment très très forts pour amener un artiste, le sortir de son univers et faire en sorte qu'il soit totalement à sa place dans un autre univers. Tu vois ? Non, c'est clair. Et puis même eux, quand ils sont partis travailler avec les Rolling Stones, les Rolling Stones, c'est un rêve pour eux. Mais c'est un groupe t'as rien à apprendre aux Rolling Stones. Les mecs, ils sont là depuis, t'étais même pas né, ils étaient déjà là. T'as rien à leur apprendre. Et bah putain, ils sont partis en studio et leur ont fait des trucs. Non mais Neptune. Les Neptune sont incroyables. Et puis on pourrait parler de tellement de choses. La force aussi des Neptune, on parlait de remix tout à l'heure. Ils ont la force aussi de prendre des morceaux qui existent déjà et de faire de super bons remix. J'ai 2 exemples en tête dans tous les remix. J'en ai un en tête là. Il y a le remix de Shadé, By Your Side. Ils l'ont remixé et c'est-à-dire que maintenant, la version originale, je peux plus l'écouter parce que j'ai l'impression que Shadé, elle est pas dans les temps et que le morceau, il manque quelque chose. Et en fait, le remix qu'ils ont fait, ils ont pour moi amélioré le morceau et surtout, ils ont mis. J'ai l'impression que Shadé n'était vraiment pas dans les temps avant. Ils l'ont mis dans les temps et ça fait un morceau extraordinaire. Et pour moi, si vous allez checker le remix, alors tous les fans de Shad vont me tomber dessus, mais si vous checkez le remix de By Your Side par les Neptunes, vous allez voir à quel point le génie des Neptunes est dessus, tu vois. Et l'autre morceau. Alors, je dis pas que c'est mieux, mais je trouve que ça rapporte quelque chose. C'est pour comment ça s'appelle, Prince et The Greatest Story Ever Told, où dessus ils ont rajouté Q-Tip, il me semble. Et ça fait quelque chose de super. Alors par contre là, je dis pas que c'est mieux que l'original, mais ça rapporte quelque chose. Mais voilà, ça change un peu la version sans la détruire et ça rapporte une touche un peu pas mal, tu vois. Moi, je pensais à Busta Rhymes avec Passe de Courvoisier. Ah yes. Qui se rappelle de la version de l'album? Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Le mec, il a fait un remix. Il est venu dessus. Il chante. Le mec, aujourd'hui, c'est simple. Moi, j'anime des soirées. Quand tu veux faire sauter les gens, tu joues Criss Cross Jump. Tu joues House of Pain avec Jump Around. Et tu joues Busta Rhymes avec Passe de Courvoisier. Parce que ça fait sauter les gens. Et quel clip! Avec Jamie Foxx, tout ça, ils sont genre au Japon, tout ça. Toi, jeune Son Goku. Ah bah moi, tu connais. moi, ça me plaît énormément. Tout ça, ils font du kung-fu dedans, des trucs. Ils ont ramené le morceau à un autre niveau. Ça veut dire, moi, quand j'écoute l'album de Busta Rhymes, j'entends ce morceau, jamais je peux imaginer qu'ils vont sortir ça en single. Parce que dans l'album, le morceau, il est normal. Et quand j'entends, le prochain single, Passe de Courvoisier, je dis, mais pourquoi? Parce que Pharrell et Finalement, sont passés par là. Oh là là, incroyable. C'est une tuerie. Et avec Puff Daddy, tout. Ils sont au top dessus. Et pour certains artistes R&B aussi, il faut pas oublier ce qu'ils ont fait sur le 3e album de Cher, sur 8701. Ouais, où ils ont fait de gros morceaux aussi. You don't have to go. Incroyable. Ils sont vraiment très très forts. Et pourtant, ils ont pris un artiste qui allait faire son renouveau en fait. Parce qu'il y avait le dernier album, c'était My Way. Ça a fonctionné, mais il y a eu cette passage de l'adolescence à adulte. Et surtout, on sort d'un gros succès où Jermaine Dupri a presque tout fait. Bien sûr. C'est risqué de mettre du Neptune dedans. Non. Ça colle. C'est parfait. Et dans notre classement, ça a été l'album numéro 1. Donc, et puis pour tous les rappeurs, on pourrait citer tellement de personnes, tu vois, pour Ludacris, pour. De toute façon, on va parler de tout ça juste après. Bon, mais là, c'était vraiment pour quand ils sortent du hip-hop. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Pharrell quand il produit pour des superstars du rap. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste un mec qui t'envoie un mail avec 50 sons et le mec il choisit. Quand t'es une superstar, Pharrell et Shad, ils amènent toute leur expertise, ils sont en studio avec toi. On a pu le voir, ceux qui ont vu le DVD Fade to Black, Jay-Z, son concert au Madison Square Garden, le moment où il devait se retirer et tout. On voit en fait où il est en studio, il est en train de préparer le Black Album. On voit la relation qu'il a avec Pharrell. Pharrell propose énormément de choses. Pharrell, il est comme Timbo, hein. La musique, elle est dans sa tête. Il l'a fait avec la bouche d'abord, et après, il touche les machines. Bouche et les doigts aussi, il fait tout. Ça doit être un truc de Virginia Beach. Marching Band, le mec, il faisait partie d'un orchestre, tu vois, donc bon, ça y est. Les mecs, ils sont là, voilà. Donc on voit vraiment les mecs en train de partager des moments de studio, tu vois. Et
il ramène un truc à Jay-Z. Bon, il y a le côté club, des morceaux que Pharrell produit souvent, ils se retrouvent facilement en club. Ouais. Mais je trouve que Pharrell, à un moment donné, il a une image très fashion. Bah totalement. Tu vois. Et déjà avec Billionaire Boys Club, ça fait, fait quelque chose. Hein. Et je trouve que quand ils font le Black Album, il y a ce morceau Change Clothes, qui est le premier single. Et il y a le clip, ce qui est carrément un défilé, tu vois. Il y a des mannequins qui défilent. Il y a Naomi Campbell, il me semble, dans le clip, si je me trompe pas. Sacré Naomi. Et voilà, je trouve que le fait que Pharrell il soit là à faire le son avec Shad et faire le refrain surtout parce qu'il est très visible et tout le temps là, ça ramène ce côté fashion à Jay-Z qui était à la base un mec très baggy. Ça adoucit en fait les morceaux de Jay-Z. Ouais, et surtout ça l'amène dans une sphère où toi Jay-Z, ça y est, il porte le baggy avec une chemise. Tu vois ce que je veux dire ? Exact. Il a sa casquette toujours de baseball ou quoi, mais il a une chemise et tout, il commence à devenir fashion. Et Pharrell ramène ça aussi aux gens. Pareil quand il travaille avec Nelly. Tu vois, c'est pas, on sent que c'est pas un truc de loin, quoi. Nelly, c'est dur de le mettre dans la mode vestimentaire. C'est compliqué. Nelly, je l'aime de tout mon cœur, hein. Nelly, mais il a son style. C'est pas possible, c'est vraiment pas s'habiller. Nelly, il a son style. Après, c'est le Midwest, c'est le truc, tu vois, c'est la campagne, tout. Ouais, bah oui, ça se voit. Mais en tout cas, voilà, il bosse en direct avec Nelly. Tu sens qu'il y a une vraie entente. Ouais. En fait, il apparaît sur le deuxième album de Nelly quand il fait Hot in Here. Ça, le morceau est surtout qu'il tellement un succès. Il prend Nelly, comme tu as dit, il prend des superstars qui sont déjà superstars. Ah voilà. Nelly et Country Grammar, ça a été un raz-de-marée absolu. Des chiffres, tu vois, c'est 10 millions, il me semble. C'est 10 millions, exactement. Et il arrive à renouveler Nelly. Qui, bon, après, moi, c'est mon album préféré, Nellyville, mais il n'y a qu'un seul morceau Neptune. Mais c'est dur, c'est très très dur quand tu as eu le succès que Nelly a eu avec le premier album, de marcher avec le deuxième. C'est clair. Et normalement, à ce moment-là, tu te dis, ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Et c'est là qu'ils se disent, on va appeler Neptune, c'est les mecs qui marchent sur l'eau au niveau des productions, et ils lui ont donné le morceau calibré. Non mais Hot in Here, c'est... Mais en plus, toi, tu dois savoir, quand tu le joues en soirée, joue encore, Hot in Here, 2018, non. C'est incroyable, tu vois. Le morceau... Et pourtant, tu vois, la première fois que j'ai entendu Hot in Here, j'ai pas aimé. Du tout. J'ai dit, c'est de la merde. Et je l'ai dit comme ça. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Eh ben, j'ai rapidement changé d'avis. Et aujourd'hui, ce morceau, il est incroyable pour moi. Je m'en lâche jamais. Bah, tu vois, c'est marrant. Ce que tu dis là sur Hot in Here, moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai entendu Drop It Like It's Hot de Snoop Dogg. Ah, moi, j'ai adoré tout de suite. Moi, quand j'ai écouté, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la folie. Il y a rien. Et une rythmique et un bruit. Et un bruit de bombe de Tiger. Ouais, de bombe de Tiger. C'est tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et moi, Snoop, je suis un grand fan. Je me dis, mais non, pourquoi Neptune ? Pourquoi ? Pourtant, ils avaient fait Beautiful juste avant et j'adorais Beautiful sur l'album. Un super clip au Brésil. Voilà, et qui était le premier single numéro 1 de la carrière de Snoop aux États-Unis. C'est fou parce que Snoop est déjà une star à ce moment-là et on se rend compte qu'il n'a pas eu de numéro 1 parce que l'époque elle était difficile, il y avait plein de... Tu prends un morceau comme What's My Name qui était incroyable, un raz-de-marée. Je crois qu'au même moment, je sais plus qui était là, mais il y avait un single incroyable, machin, tout, voilà, qui faisait que là, le single, c'est un carton total, mais il y avait quelqu'un qui vendait plus. Ouais. À chaque fois, il tombait au même moment, il y avait... Voilà. Alors que là, Beautiful, numéro 1, et c'était la première fois qu'il parlait bien des femmes, Snoop. Ouais. Donc il était en train de changer son image, il avait le sourire. Ils sont au Brésil, il essaie de jouer au foot. J'ai bien dit il essaye. C'est pas son sort. Il est meilleur au basket. Voilà. Et quand il fait Drop It Like It's Hot, je comprends pas. Je me dis et je me suis fait avoir avec le clip en fait. Quand j'ai vu le clip, je dis ah non, c'est bien en fait. Mais en fait, après j'ai adoré. Moi je comprends pourquoi t'as pas adhéré tout de suite, c'est parce que c'est au final une prod qui est très épurée. Y a rien. Tu vois, elle est très pour moi, épurée. Ça me rappelle Grinding finalement de Clips. Bah tu vois, pareil. Et Grinding, c'est un super morceau. Ouais, mais c'est chelou première écoute. Ouais, bien sûr. Et Drop It Like It's Hot, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont fait une prod qui est très épurée. Ouais. Et du coup, ils ont laissé beaucoup. En fait, c'est un morceau où Snoop a beaucoup de place. Et c'est pas les Neptunes qui ont pris toute la place comme beaucoup de morceaux qui faisaient avant où Neptune prenait toute la place. Ah ouais, là, c'est clair que Snoop, il avait la place. Là, il avait la place de pouvoir s'exprimer et de faire du Snoop malgré le fait que soit produit par les Neptunes.
Ah, tu vois. Mais au final, ça marche de fou. Sur le même album, il y a comme Let's Get Blonde. J'adore ce morceau. Je le sors à chaque été pour chaque barbecue. Je ressens cette chanson. Ils sont forts pour prendre des superstars. Bon, on a parlé de Cher tout à l'heure. Ouais. On a parlé de Ludacris. On n'a pas vraiment parlé. On n'a pas parlé. Surtout que c'était le début, Ludacris. Ouais, on va jouer le morceau tiré du premier album, Southern Hospitality. Quel truc incroyable. Mais ils arrivent à... Voilà, c'est des superstars. Et ben eux, j'ai l'impression qu'ils élèvent leur niveau et ils changent un peu la façon de travailler. On parlait pour Jay-Z. Ouais. Ils ont changé un peu. Ce sont des musiques où, encore une fois, elles sont épurées pour que la superstar puisse rester la superstar. Ouais. Tu vois. Alors, évidemment, Pharrell est là et tout. Shad Hugo est toujours en retrait, mais Pharrell est là et il est souvent là dans le clip. Mais la superstar reste la superstar. C'est clair. Tu vois. Et ce que j'aime, moi, vraiment, et là, je parle vraiment en tant que rappeur, c'est que les mecs t'amènent un morceau, il y a la musique, il y a un refrain et il y a le concept. T'as plus grand chose à faire. Tout est fait. Les mecs... T'écris tes couplets et c'est tout. Tu vois, final, le truc, il est calibré. Tu vois, quand on avait fait une émission spéciale Sosodef, on parlait de forcément Jermaine Dupri. Et Jermaine Dupri qui avait dit, si je suis en studio avec Timbaland et Dr. Dre, c'est moi qui sors en premier avec un morceau. Si tu rajoutes les Neptunes sortent avec un morceau avant tout le monde. Parce que eux, ils travaillent beaucoup plus vite. Je dis pas qu'ils travaillent mieux, je dis qu'ils travaillent beaucoup plus vite. C'est pas sûr qu'ils travaillent beaucoup plus vite. C'était Snoop, on avait demandé à Snoop quelle était la différence entre travailler avec Dre et les Neptunes. Donc c'était pour la sortie de l'album où il y a Drop It Like It's Hot, je sais plus le nom de l'album. R&G. The Masterpiece. Il disait, avec Dre, Dre peut passer une semaine entière sur une seconde d'un morceau. Ouais, mais c'est parce ça. Les Neptunes, ils arrivent en studio, c'est à l'instinct. Ils commencent à taper des doigts, à taper sur la console. Comme Jermaine Dupri, en fait. Et ils balancent. Et ils écrivent en même temps. C'est juste Dr. Dre qui est lent. C'est pas Neptune qui sont rapides. C'est Dr. Dre. Il est tellement perfectionniste, il casse les couilles. Et encore, Snoop, il est gentil quand il dit ça, mais il passe une semaine sur une seconde. Mais à la fin de la semaine, il est capable d'effacer le morceau. Ah, c'est de la merde, j'aime pas. On recommence tout. Ça, c'est Dre. C'est le problème. La légende des C'est pour ça qu'à l'heure où on parle, Dre, il a 2 albums en vrai. C'est pour ça. Mais après, Neptune, ils sont comme Jermaine Dupri. Après, ce que Jermaine Dupri dit, c'est que lui, en fait, il a fait tout criss-cross. Oui, mais c'est ça en fait. Évidemment, bien sûr, mais j'ai bien compris. Il a fait les sons, il a écrit, il a rappé, il a enregistré et il a dit faites. Oui, bien sûr. Et au final, c'est ce qu'ont fait les Neptunes. Quand on a parlé de Kelly, c'était ça. Voilà, le produit, il est fait, puis tu vas là-bas. C'est ça. Donc, moi, en tout cas, en tant que rappeur, j'adore ça. Ouais. Bon, le produit est carré, t'as juste à rapper. Bon, je l'ai jamais vécu, mais j'aimerais bien le vivre. T'aurais dû être en soirée avec Joe Star. Ah, Joe Star leur dit, me casse pas les couilles. Moi, je dis, viens me casser les couilles. Moi. Je prends. Ah ouais, y a pas de problème. Ouais, je l'aurais fait. Mais bon. C'est compréhensible. Et pour Luda, du coup, Luda, c'est dès le début, en fait. Enfin, pratiquement dès le début. Dès le premier album. Sur son premier album, il y a Southern Hospitality. Et puis ça a été régulier, en fait. À chaque album. Après, voilà. C'est ce que je dis, c'est quand tu travailles une fois avec lui, t'es obligé de retravailler. Nelly, ça a été pareil. Avec eux, ouais. Jay-Z, ça a été pareil. Jay-Z, Snoop, Noriega, tout le monde. Il y a un morceau qu'on respecte pas assez, je trouve. Il y a 2 morceaux qu'on respecte pas assez, qui sont produits par les Neptunes. Un où il y a Jay-Z, c'est le morceau La La La, qui est super fort. Et là, pour le coup, en fait, les Neptunes sont beaucoup plus en avant sur le morceau. Je trouve que le morceau est beaucoup plus neptunien, on va dire, beaucoup plus futuriste que ce qu'ils ont pu faire pour Jay-Z par la suite. Et sur la même BO, il y a le morceau avec Puff Daddy, avec Lenny Kravitz. Incroyable. Show Your Soul, et Loon. Ouais. Même Loon est bon dessus, c'est pour dire. C'est pour dire. Mais le morceau, il est incroyable. Ce morceau est incroyable. Et là-dessus, en fait, mais ils sont partis encore. Bon, ils ont extrapolé le côté rock. Ouais. Bah, mais ils ont fait quelque chose savaient qu'il y avait Lenny Kravitz, ils ont dit allez, on y va là. Surtout qu'ils avaient déjà bossé avec Lenny Kravitz sur un album de Nerd. Et ce morceau est extraordinaire. Ça a été clippé, mais ça n'a pas eu le succès qu'a pu avoir Shake You Tell Feather, par exemple. Parce qu'il est spécial, le morceau. Il est spécial. C'est vrai qu'il faut rentrer dedans, faut être fan de Neptunes pour réussir à rentrer dedans. Mais ce morceau, moi je trouve qu'au-delà d'être super bon, tu disais c'est génial, mais c'est vraiment du génie. La façon dont ils ont mélangé tout ça, ils ont secoué
dans je ne sais pas quoi et paf, et ils t'ont sorti un morceau qui ressemble à rien. Il y a rien de ce qu'ils ont pu faire. C'est dans la bande originale de Bad Boys 2, le film. Et je me souviens, donc, parce que j'ai le CD, j'achète des CD. Pareil. Et je regardais le livret et les remerciements de Puff Daddy, parce que c'est sorti chez Bad Boy. Ouais. Et dedans, il dit dédicace à mon rappeur préféré, Jay-Z, et à mes producteurs préférés de Neptune. Ouais, exact. Et je me rappelle, ça m'avait marqué. Je me suis dit, oh. Moi aussi. Ok, Puff Daddy quand même. Ouais, moi aussi. Il dit Neptune. Ok. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Après, il faut voir aussi qu'on les encense beaucoup, mais il y a des morceaux qu'ils ont pu faire pour de grands artistes qui n'ont pas fonctionné. Voire même, il y en a plein qui ne sont pas sortis. En tant que grand fan d'R. Kelly, je peux te dire qu'ils ont produit un morceau pour R. Kelly. Je me rappelle même pas. Parce qu'il n'est pas sorti. Ah, ok. Parce qu'il n'est pas sorti, et il n'est pas sorti parce qu'il est très mauvais. C'est le morceau Baby Girl. Il est trouvable sur Internet, mais il n'est même pas masterisé. Et ça correspond pas, ils ont pas réussi à rentrer dans l'univers d'R. Kelly. Et j'ai pris R. Kelly comme exemple, mais il y en a plein d'autres comme ça qui sont pas sortis parce qu'il y a des fois où là ça leur arrive de se gourer. Ils sont loupés. Moi je pense à Slim Thug qu'ils avaient signé sur leur label Slim Thug, au moment où Houston, c'est eux qui marchent sur l'eau, Mike Jones, Paul Wall, Chamillionaire, Lil Flip, tous ces mecs-là. Il était chez Swiss the House au début, Slim Thug. Après Swiss the House, c'est le crew. Il y a un label, mais lui, il est parti. Il a commencé chez Star Trek. Il a été récupéré par Star Trek parce que eux, ils arrivent, ils mettent l'oreille sur Houston. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui le mec chaud? Ouais, il y a Slim Thug, il est chaud. Ils vont le voir. Après, c'est Neptune, tu refuses pas. Mais là où ils sont loupés, c'est que ce qui marchait à ce moment-là, c'est le son de Houston. Ouais. Et eux, ils ont pris un rappeur de Houston, ils l'ont mis sur des prods Neptune. Il s'est pété la gueule. Le truc qui est fou, c'est que le titre de l'album, c'est Already Platinum, déjà platine. Il a même pas fait disque d'or. Il a même pas fait or. Mais après, à partir du moment où il a quitté Neptune, donc il a fait qu'un album là-bas. Ouais. Ça a marché. Ça s'est mieux passé pour lui parce qu'il est revenu avec le son de Houston et je trouve qu'ils ont dénaturé. Je suis d'accord. Après, Laco Boss, ça reste un gros titre. C'est un gros titre, mais c'est pas le son de Houston. C'est pas le son de Houston. Puis surtout, quand tu écoutes la carrière de Slim Thug par la suite, ça n'a rien à voir avec tout ça. Après, il essaye de se dédouaner un peu du nom de cet album, Slim Thug, en disant que ça avait rien à voir. Surtout qu'il y a eu deux versions. Il y a eu Platinum et Already Platinum. Parce qu'il y a eu le bootleg qui était sorti, en disant oui, mais en fait, Platinum, c'était par rapport à ce qui se passait dans la rue, on vendait beaucoup, blablabla. Mais bon, ouais, il a voulu se la péter un peu. Moi, j'ai eu, je sais, on dirait que j'ai 9 vies, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer... Comme l'album de Django Jack. Voilà. J'ai eu l'occasion de rencontrer le frère de Pharrell Williams. D'accord. Qui était de passage à Paris. Oui, parce qu'il a 3 frères. Et une amie en commun nous a présenté. Et Nora Malagré? Non. Pas mal. Non, surtout que c'est une époque où je ne savais même pas qu'Enora Malagré existait. D'accord. C'est une triste époque. Une époque. C'est l'époque où l'album de Slim Thug venait de sortir en vrai. C'est 2005, je crois. 2005, 2006. C'est comme ça. Par là. Voilà. Et du coup, on parle et à un moment on arrive à parler de Slim Thug, l'album, Already Platinum, et il me dit, c'est quoi ton morceau préféré dessus? Et moi, je lui dis, c'est un morceau qui s'appelle Everybody's Loves the Pimp, qui est produit par Jay-Z Faye, où Jay-Z Faye chante au refrain, et j'adore. Après, toute l'image du pimp, même la musique est dessus. Et là, il me regarde de travers. Mais non, t'es malade, c'est Like a Boss. C'est Like a Boss. Moi, je dis, c'est parce que c'est ton frère. Et c'est là que j'explique tout le truc. Mais c'est le son de Houston qui est à la mode. Et ton frère, il fait une prod de Neptune comme si c'était pour Clips. Je dis, c'est vrai en plus. Je dis, le morceau, il est bien, mais faut le laisser dans l'album. En vrai, c'est pas ça qu'il faut mettre en premier single. Ils l'ont mis en premier single, ça pouvait pas prendre et tout. Et au début, il défendait son frère. Et à la fin de la journée, il m'a dit, dans un coin, tu sais quoi, mec, t'as raison. Du coup, tout le monde l'a compris parce qu'il s'est barré. Voilà, Slim Thug, ils l'ont pas retenu. Il a repris Boss Hog, Outlaws, tout ça. Il a son propre label. Donc voilà. Mais ouais, bon, ça leur est arrivé de se manquer. Hein, tu sais avec qui ils se sont manqués aussi? Qui? Avec Solange Knowles. Parce que les premiers albums de Solange, c'est les Neptunes qui tout le monde s'est manqué avec Solange. Tout le monde s'est manqué jusqu'au moment où elle a trouvé son truc. Et pourtant, il y avait des morceaux qui étaient très bien. Si vous tombez sur I Decide, il y a 2 versions. C'est très très bon. Même Crush, c'est des morceaux qui sont sympas, mais ils sont complètement vautrés. Tu vois. Donc les loupés, ça arrive même pour les meilleurs producteurs de l'univers. Ça arrive. Maintenant, nous allons parler de ce projet assez spécial. C'est plus qu'un projet, c'est un nerd. Groupe, voilà. C'est un groupe nerd. Faut savoir que Nerd, donc c'est évidemment Pharrell
et Chad, et aussi Shay. Shay qui était pareil, qui vient de la même ville et qui vient du même lycée. Et donc tous les trois, on parlait tout à l'heure qu'ils faisaient un marching band, donc la fanfare du lycée, et que tous ceux qui sont dans la fanfare sont considérés comme des nerds. Les nerds, il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas cool du tout. C'est des mecs qui restent devant des jeux vidéo, qui font du BMX et du skate. Et à l'époque, c'est pas du tout cool. Des blagues scientifiques. Exactement. C'est des mecs avec des lunettes qui connaissent toutes les séries de science-fiction. Ils sont pas calculés c'est pas les gens populaires dans les lycées, et c'est pas les gens populaires dans la musique en général. Eux là, ils arrivent avec ça, et ils arrivent à en faire quelque chose de cool. Je vais parler des albums, mais ils arrivent à en faire quelque chose de cool. Quand Pharrell arrive avec les casquettes de camionneur, il les remet à la mode. Quand ils arrivent avec Star Trek, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est par rapport à Star Trek, et puis c'est le cycle de Star Trek qui est couché, ça remet à la mode. Leur façon de dire bonjour, c'est le salut vulcain. C'est avec les deux doigts collés, écartés. Voilà, c'est le salut vulcain. Ils en ont fait, et dans la marque de Billionaire Boys Club, souvent tu vois un astronaute qui le fait. Donc en fait, ils ont réussi à faire en sorte que les nerds deviennent cool. C'est vrai. Tu vois, avant qu'Orelsan le fasse, et il le fasse très bien pour la France, eux ils l'ont fait pour les États-Unis. Et donc c'est devenu un truc super cool. Et lorsqu'ils arrivent avec ce premier album, In Search Of, In Search Of d'ailleurs, c'est le titre d'une série télévisée aux États-Unis. Moi, je l'ai jamais vu. C'est une série télévisée dans les années 70. Mais eux, ils étaient déjà nés. Surtout avec des rediffusions. Et puis avec les rediffs, et donc ils connaissent ça. Et ils sont inspirés de ça, en fait. Ils sont inspirés de tout cet univers de science-fiction et tout ce côté nerd pour créer un concept autour d'eux qui a d'abord fonctionné en fait en Europe. Tu vois, ce premier album, In Search Of, il y a eu 2 versions d'ailleurs de cet album. Il y a une version très neptunienne, j'ai envie de dire, où tu l'écoutes et ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste assez frileux. Ils sont pas lâchés complètement. Et t'as cette deuxième version. D'ailleurs, attends, juste la pochette de la première version est quand même extraordinaire. C'est Shay qui est assis sur son canapé. Il est en t-shirt, caleçon, et il est en chaussettes, claquettes, et il joue à la PlayStation 1. Et un peu au loin, on voit, il y a quelqu'un qui fait le ménage. Je sais pas si c'est sa mère, si c'est sa femme, si c'est sa petite sœur, si c'est la femme de ménage, mais il y a quelqu'un qui fait le ménage pendant que lui il joue à la console. Et c'est une vraie vie de nerd. Une vraie vie de nerd. C'est exactement ça. Mais cette première version, en fait, elle a pas été très bien prise. Et il y a la deuxième version qui sort pratiquement 1 an plus tard. Où là, c'est une version vraiment nerdienne. Et qu'est-ce que c'est une version nerdienne ? En fait, c'est une version rock'n'roll, mais instrumentale. Tu captes vraiment tous les instruments, la batterie, la guitare électrique, quand t'écoutes directement lap dance ou quand t'écoutes Rockstar, là tu t'en prends plein la figure, plein la gueule, j'allais dire. Mais t'es totalement dans un autre monde. T'es dans un monde de nerd, mais t'es dans un monde de rock. Et du rock qui, au final, parle très bien à ceux qui aiment le hip-hop, parce que les sujets abordés, en fait, dans l'ensemble des albums nerd, c'est les mêmes sujets que dans le rap, mais traités différemment. Si tu prends le morceau Provider, qui est sur In Search Of, et ben en fait, c'est l'histoire d'un mec qui vend de la drogue, qui se fait virer de son lycée, qui se fait virer de chez lui, qui a sa copine qui est enceinte, et il faut qu'il trouve le moyen de pouvoir assumer du coup un appart, assumer un enfant qui va arriver, assumer sa vie. Et c'est des choses qui sont faites dans le rap différemment, mais là, il le fait d'un point de vue un peu plus rock'n'roll, en fait. Ouais. Tu vois, et ça parle quand même à tout le monde. Quand t'écoutes comment ça s'appelle, Backseat Love sur le deuxième album Fly or Die, c'est l'histoire de Ken à l'arrière d'une voiture. Voilà. On connaît tous ça. Mais encore une fois, c'est fait d'une façon plus rock'n'roll et qui parle quand même à tout le monde. Et c'est ça la force de Nerd, c'est-à-dire de prendre des sujets que tout le monde connaît, de le mettre version rock et de le chanter avec la voix de Pharrell et rapper un petit peu avec Shay, et ça passe très très bien. Et puis c'est très inventif, ils ont peur de rien. Je commence avec le morceau Lap Dance, qui est le premier extrait, il me semble, d'In Search Of, où Pharrell arrive avec une casquette de camionneur, une moustache de Mexicain, mais incroyable. On se dit mais qui lui a dit ouais c'est bien, mets-toi comme ça. Et avec un clip qui a été censuré par derrière, mais il y a des meufs donc à poil, Pharrell qui lèche des seins. Normal. Mais c'est pour dire, c'est-à-dire que on est en 2002, c'est pas possible de faire ça.
Après, c'est le titre de la chanson Lap Dance. Ouais, pour ceux qui savent pas ce que c'est Dance Story que font les stripteaseuses dans les strip clubs. Évidemment. Voilà. Mais tu rajoutes à ça une atmosphère rock'n'roll. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est sexe, drogue, rock'n'roll. Et surtout, dans le clip, il n'y a pas le côté glamour. C'est trash. Ah, mais comment ils le font, c'est trash. Mais si tu regardes, c'est un peu ça, la plupart du temps, chez Nerd, surtout dans cet album In Search Of, c'est cette espèce de white trash fait par des mecs de la Virginia, tu vois. Ouais. Donc, moi, je trouve que ça touche beaucoup et c'est vraiment bien. Après, il y a des morceaux qui sont un peu plus poétiques à la Pharrell, tu vois. Je prends le morceau Run to the Sun, qui est toujours sur In Search Of, qui est mon morceau préféré de la carrière de Nerd. Où dans ce morceau, en fait, Pharrell, il parle à Dieu. Et en fait, il lui dit tout plein de trucs. On disait ouais, je te demande toujours tout plein de choses, mais là, ce que j'aimerais te demander, c'est du temps pour. Alors, on sait pas s'il parle de sa mère ou de sa femme ou de sa copine pour lui dire je sais qu'elle a une maladie, je sais que je vais bientôt la perdre. Moi, ce que j'aimerais, c'est juste que tu lui donnes du temps, qu'elle soit là plus longtemps, qu'on puisse faire plus de choses ensemble, tu vois. Et Run to the Sun, c'est ça, et c'est super beau, tu vois. C'est clair. Et c'est encore une fois, Pharrell, je pense qu'on n'a pas assez appuyé sur le fait que Pharrell, il est très fort en écriture, autant des trucs imagés que des trucs un peu plus personnels. Et Run to the Sun, en fait, c'est ça, surtout que c'est enchaîné à Tape You qui est viens on se filme on fait une sextape. Derrière il te met Run to the Sun. En fait c'est totalement mélangé et au final ça représente un peu Nerd. Tout est mélangé, tu vois. Donc c'est ça qui est fort. Lorsqu'ils font le deuxième album Fly or Die, qui a une pochette extraordinaire, ils sont dans une sorte d'œuf, un œuf avec le drapeau américain. Mais tu peux te le faire, tu veux que je te laisse la pochette? Non, je sais de la maison. Et en fait, il sort de là, et après, c'est dur de passer derrière un album qui, mine de rien, In Search Of, il a fait or. Un peu plus qu'or, il a fait 600 000, je crois. Lap Dance. Lap Dance, ça a été très très fort. Mais même Rockstar, même s'il n'est pas sorti en single, ça a été très très fort. Il marchait beaucoup. Et Provider, par contre, ça a vraiment fonctionné. Il y a eu un clip, et ça a touché beaucoup de gens, tu vois. Lorsqu'il arrive avec Fly or Die, il faut suivre le deuxième album, le premier album qui a cartonné. Ça a beaucoup moins bien marché parce que là, les Neptunes, on est en 2004, ils sont déjà trop identifiés rap. Ouais. Là, avec Nelly, avec Luda, avec Jay-Z. Ouais. Et là, du coup, ils sortent ce deuxième album qui fonctionne à moitié. C'est pas un total échec, mais c'est loin d'être une réussite. Je parle en termes de score, hein. Je parle pas en termes de qualité d'album. Moi, j'adore le premier single, incroyable. Avec, She Wants to Move. Ouais, avec cette anglaise de je sais plus quel groupe qui danse. Non, mais et surtout, I Love You. Franchement, tous les I Love You que tu as dit dans cette émission. 25. Mais surtout dans She Wants to Move, tu vois, on parlait de la plume imagée certaines fois de Pharrell quand il dit Her ass is a spaceship I want to ride. Et quand il dit ça, en fait, en même temps, t'as des bruits de laser intergalactiques qui arrivent, tu vois. C'est ce mélange qu'il y a dans Nerd qui est incroyable, tu vois. Et cet album, In Search Of, il est vraiment bien. Il y a le morceau Maybe, qu'on va écouter d'ailleurs tout à l'heure, qui est produit par eux et aussi Lenny Kravitz, tu vois. Et ça donne quelque chose d'extraordinaire. Moi, cet album est super bien. Il y a Backseat Love aussi qui est là, dont je parlais tout à l'heure, qui est ramener quelqu'un à l'arrière de sa voiture dans une colline et lui montrer l'amour, pour lui montrer l'amour au clair de lune. C'est important. Après, il y a eu une petite pause de 4 ans et ils ont continué à produire pour les autres. Il y a eu les Rolling Stones aussi entre temps. Et puis ils reviennent avec ce troisième album, See in Sounds. See in Sounds qui à la base devait s'appeler Nerd. Et à la place du E, ça devait être un 3. Tu vois, au début, il l'avait teasé comme ça. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Tu vois, je fais putain, c'est trop bien. Au final, ils l'ont appelé See in Sounds. Bon, très bien. Ça n'empêche que c'est mon album préféré de Nerd. Ok. Cet album. Quand ils arrivent avec Everyone Knows. Moi, j'adore ce single. Mais Everyone Knows, pareil, il parle de drogue dedans. J'ai envie de sauter partout, moi. Quand ce qui se passe dans le clip, c'est normal que tout le monde saute partout parce que Everyone Knows. C'est pas knows, tout le monde sait, c'est everyone nez. Donc en fait, il parle de toutes les filles qui vont se repoudrer le nez dans les salles de bain. Quand il dit $100 bills look at you, c'est en fait ton rail de coke qui est devant toi et toi tu sniffes tout, tu vois. Donc c'est ça qui est fort quand je vous dis qu'il parle des sujets de tout le monde mais les traite différemment. Après c'est peut-être comme ça dans le rock en général, mais je suis pas assez calé pour en parler, donc je parle que de Nerd. Et il parle de tout, tu vois, quand il parle de
comment s'appelle ce morceau-là, Sooner or Later, tu vois, que tout ou tard, et en fait il parle de la chute des grosses entreprises dedans. Mais il faut voir le clip pour le comprendre. Quand tu écoutes juste le morceau comme ça, tu captes peut-être pas ce dont Pharrell passe, ce dont Pharrell et Shai parlent, tu vois. Ouais. Et Shai c'est la chanteuse. C'est la chanteuse. Exactement. Donc à ne pas confondre les deux. Et donc en fait c'est ça. Je pourrais parler pendant des heures de Scene Sounds parce que cet album est extraordinaire. Mais on fera peut-être une spéciale nerd un jour. Donc en fait ces 3 premiers albums sont je trouve tous très très bons, même si je mets Scene Sound au-dessus et les 2 autres j'ai du mal à les départager. Mais le problème en fait c'est la suite. Et en fait, c'est le problème de la suite de Nerd, c'est pareil que le problème de la suite de Neptune, c'est que on a l'impression que cette envie de choquer le public, parce que c'est ça qui se passait avec les Neptunes, c'était très choquant, cette agression sonore dont les gens n'avaient pas forcément l'habitude, et c'est pareil pour Nerd, les gens du hip-hop n'ont pas l'habitude de ces sonorités-là. C'est clair. Et eux, en fait, donc Scene Sound, c'est 2004, si je me trompe pas, non, je me trompe, c'est 2008. 2 ans plus tard, ils arrivent avec Nothing, avec un premier single, c'est Hypnotize You, où Pharrell est torse nu dans le clip. Hypnotize You, c'est très neptunien, on va dire. On se dit, ouais, bon, ok, c'est pas grave, c'est un premier single. Mais derrière, dans l'album, en fait, il y a rien du tout, tu vois. Même s'il y en a qui vont dire, ouais, le morceau avec Nelly Furtado, il est bien. Non, c'est pas vrai, en fait. Okay. C'est... Jamais écouté cet album. Mais je vais te dire, c'est-à-dire que autant c'est pas neptunien, et c'est pas nerdien du coup, non plus. Ils ont fait autre chose. Mais c'est-à-dire que, en plus, moi, je suis comme toi, j'achète les CD. Ouais. Un album de Nerd, ça sort, je vais l'acheter directement. Parce que je sais que c'est un signe de qualité. Enfin, c'était un signe de qualité. Là, pardon, là, j'ai eu envie de jeter mon CD. Je l'ai pas fait. Okay. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Hypnotize You que j'aime bien, mais je suis incapable de pouvoir défendre cet album. Ok. Et derrière, il y a eu une longue pause. Pratiquement 10 ans, hein, parce que le nouvel album est sorti en 2017. Ouais, en 2017, c'était un peu avant l'été. No One Ever Really Dies, ce que veut dire Nerd, parce que Nerd, c'est les nerds, et c'est aussi N-E-R-D. Et puis on se rend compte du coup que dans les sens d'écriture de Pharrell, il y a toujours des doubles sens. No One Ever Really Dies, qui est le dernier album en date, qui ressemble un peu plus à un album de Nerd, parce qu'il y a ce côté un peu plus rock, un peu plus batterie, un peu plus instrumental. Mais on a l'impression qu'ils ont été un petit peu frileux et ils n'ont pas osé se lâcher comme ils avaient l'habitude de faire. Et surtout, c'est truffé de featuring. Rihanna. Pour la première fois, il y en a autant. Bah, d'habitude, c'est-à-dire que là où il y en avait le plus, c'était sur Une Search Off et c'était des mecs de chez eux. Pusha T, Kelly, Malice. La famille. Ouais, c'était la famille, tu vois. À part Vita qui est là. Mais pas Vita. Ma petite Vita. Non, c'est pas la même. Vita, qui était chez Murder Inc. Exactement. Et là en fait il y a plein de featuring. Je trouve que c'est trop, et je trouve que ils sont pas assez laissés aller, et je trouve que les Neptunes sont frileux. Je trouve que les nerds sont devenus frileux, et ça se ressent sur cet album, même s'il est meilleur que Nothing, c'est clair et net. Ça se ressent quand même sur cet album. Moi j'ai aimé le couplet rap de Rihanna qui rappe comme Puff Daddy. Mais tu vois justement c'est ça le truc, c'est-à-dire que sur un morceau de Nerd, ce que tu retiens c'est le couplet de Rihanna. C'est vrai. Tu vois, tu retiens même pas la prod, parce qu'ils ont été frileux, et c'est ça. Je sais pas quels sont les imposteurs qui ont pris la place de Pharrell et Shad, mais il est temps de les libérer, les mecs. Faut les sortir de leur donjon et qu'ils reviennent en studio et qu'ils refassent ce qu'ils savent faire, parce que là c'est plus possible. Voilà. Ouais, et c'est la parole d'un fan, tu vois. Ah ouais, c'est pour ça que je la prends très au sérieux. Mais bref, en tout cas, allez checker, si c'est pas déjà fait, les 3 premiers albums, donc In Search Of, Fly or Die et Scene Sounds, qui sont des pures merveilles. Est-ce que quand t'allais dans les strip clubs à Atlanta, t'avais lap dance en tête de temps en temps? Pas du tout, parce que moi c'est pas, le morceau il est très barbare en fait. Ah mais il est super barbare. Et c'est pas ce genre de musique que je vais entendre dans les strip clubs. Ah ouais. Moi bon il y a des morceaux qui bougent un peu. J'aime bien tout ce qui est South, Dirty South ou trap et tout ça. Ça c'est bien, ça colle bien avec l'ambiance des strip clubs. Mais moi je suis un grand fan des slow jams de R&B dans les strip clubs. Ah c'est magnifique. Les gens ne se rendent pas compte. Par exemple, moi, il y a un morceau qui est pas jam, mais qui est slow, et que je regrette de pas avoir vécu en strip club à Atlanta. C'est Lovers and Friends de Lil Jon avec Usher et Ludacris. Ça devait être la folie en strip club.
Ah ouais, bah en plus c'était sur l'album de Lil Jon, donc voilà, Atlanta. Lui, voilà. Mais voilà, tu vois ce genre de morceau. Oh là là. Je peux donner tout mon Quel salaire. titre. Je peux donner tout mon salaire un soir. Voilà. Moi, j'adore les trucs. Moi, j'ai vécu Seems Like You Ready de R. Kelly. Tiré de 12 Play. En strip club, c'est quelque chose. Et You Body's Calling Me. Mon Dieu. Tout mon argent est parti. Moi, je vous aurais fait pareil. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on fasse un bilan, un état des lieux sur ce qui est devenu Neptune aujourd'hui. Ouais. Parce que, voilà, ils sont pas moins actifs, mais ils marquent moins les esprits. En fait, le truc, c'est que le dernier grand hit des Neptunes, et c'est surtout un hit de Pharrell, parce que je crois que Chad Hugo n'a pas aidé à la prod, c'est Happy. Ouais, c'est ce que je me demandais. Je me demandais ce qu'il y avait Chad dessus, parce que je non, connais pas. Chad n'a pas aidé à la prod. Ça, c'est un morceau que Pharrell a vraiment fait pour Moi Moche et Méchant 2, qui du coup, c'est sur la BO de Moi Moche et Méchant, et après il l'a inclus dans son deuxième album solo, Girl. Mais c'est le dernier, et puis ça a été plus qu'un hit, ça a été un raz-de-marée. C'était la folie. Voilà, mais derrière, si tu regardes bien, là, il y a un morceau avec Nore qui est sorti hier. Ah, hier, carrément. Il est sorti hier, le morceau. Je l'ai checké, il était à 10 000 vues. Ouais, non, mais en fait, Nori, ça prend plus. Non, mais même, c'est-à-dire qu'avant, tu pouvais mettre n'importe qui, même l'artiste le moins connu du monde, sur une prod Neptune. Ça faisait du bruit. Ça faisait du bruit. Parce qu'aujourd'hui, comme je te dis, ils sont. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas su s'adapter, attention, mais ils sont en manque de créativité. Ouais, c'est évident. Le son Neptune, il en manque de créativité, donc il n'a pas su se renouveler, et même sans s'être renouvelé, c'est-à-dire que c'est le même, mais en moins bien. C'est-à-dire que ils font. Si ce qu'ils faisaient aujourd'hui sortait en 2002, ça fonctionnerait pas. Ouais. Parce que c'est pas bien fait. Je sais pas quels sont les mecs qui travaillent pour eux. Ouais. Parce que là, clairement, c'est pas eux qui les font, c'est pas possible. Je sais pas quels sont les mecs qui travaillent pour eux. Moi, ma déception, elle a été sur le retour de Missy Elliott. À un moment, elle était revenue, mais pas avec Timbo. Elle était revenue sur une prod de Neptunes. Bon, moi, déjà, j'étais déçu qu'elle revienne pas avec Timbo. Mais je me suis dit, c'est Neptunes quand même, ça va être bien. Et c'était pas bien. Ouais. Mais parce qu'ils ont plus ça. Et puis si tu regardes, les gros artistes ne font plus forcément de morceaux avec les Neptunes. Non, vu que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un hit, on les appelle beaucoup moins. Ils en font plus. Puis je pense que cette histoire de droit et cette histoire avec les associations féminines pour Blurred Lines a quand même mis un sacré coup déjà à Pharrell et même à l'image de marque des Neptunes. Donc, mais surtout au final, c'était ça leur dernier tube. C'était ce morceau de Robin. Non, c'est sorti après Happy. Non, mais si on enlève Happy, puisque Happy c'est Pharrell lui-même. Je te dis, quand ils font des prods pour d'autres gens. Ouais, c'est Blurred Lines. C'est ça. Mais ça a été un carton total, Blurred Lines. Ouais, bien sûr. Et c'est ça finalement leur dernier tube. Parce que sinon, après, on a oublié de dire ce qu'ils ont fait pour Lupe Fiasco, par exemple, la Gacha qui était super bien, pour T.I. aussi. Ouais. Mais aujourd'hui, je vois pas l'intérêt de prendre une prod Neptune avec leur niveau actuel. Il faut qu'ils retrouvent un nouveau son. Juste des ghost producers, il faut qu'ils trouvent des nouveaux mecs avec du sang neuf. Je sais pas aujourd'hui qui bosse pour eux, tu vois. Ouais. Mais c'est clairement pas des bons choix. Tu vois. Ils produisent plus pour Jay-Z, pour Beyoncé non plus, plus personne ne souhaite avoir. Enfin, plus personne ne souhaite. J'exagère, évidemment. Oui, c'est pour ça que je dis, j'exagère, mais c'est-à-dire que c'est terminé le moment où tu te dis, c'est plus leur son qui est à la radio en vrai. Ben tu mets la radio, tu les entends pas, donc du coup tu les appelles pas. Ah non, ils sont fait dépasser. Je préfère largement aller prendre. Enfin, non, moi j'irai quand même chez Neptune, mais si je suis un artiste, je préfère aller prendre un morceau de Metro Booming. Mais ils ont le son. Qu'aller prendre un morceau des Neptunes. Moi je vais voir Mike Will, moi. Ou Mike Will, c'est un faiseur de hits. Tu vois. Juste dit ça au début de mon morceau, je suis content. Je rappe même plus. Ouais, je laisse la boucle. Salut, c'était Driver. Tu vois, ou même Moustard. Aujourd'hui. Moustard, c'est fini, il est rincé. Ah ouais? Ah, c'est fini. C'est lui qui a eu la main. Ouais, mais il a plus le truc là. En fait, il a fait le tour de son propre truc, qui n'était pas vraiment son truc. Mais bon, bref. Enfin, voilà. C'est pour dire qu'aujourd'hui. Après, malheureusement, c'est des cycles. C'est des cycles. Quand t'es c'était pareil pour Timbo. Mais le truc, c'est de se renouveler. Et souvent, si t'arrives pas à te renouveler toi-même, tu prends des petits producteurs et ils bossent avec toi. Ouais. Et je trouve que ça, si jamais ils ont des ghost producers, tout ça, ils ont pas réussi à trouver les bons.
C'est ça. Ça doit pas être des mecs de Villers. Sûrement. Voilà. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. Mais ouais, là, franchement, je suis incapable de dire aujourd'hui quel est le morceau qui m'a plu des Neptunes depuis 2015. Ouais. Bah, c'est ce que je disais en début d'émission. Ils ont vraiment un destin similaire à celui de Timbo. Timbo, il a du mal aussi en ce moment. Et voilà. Mais bon, je leur souhaite de rebondir. Ah oui, absolument. Super Après, on a oublié de parler le fait qu'ils ont travaillé aussi avec des artistes japonais, avec les Teriyaki Boys, avec. C'était. S'ils s'est retrouvé en boîte de nuit avec des Japonais comme ils s'est retrouvé avec Joey Star, ça m'étonnerait pas. Tu veux du son? Non, mais en fait, c'était la connexion s'est fait avec Nigo. Tu vois, le mec qui avait la marque Bape. Oui. Et en fait, il y a une connexion avec Pharrell, donc du coup, c'est connexion avec le Japon. Pharrell est adoré en Asie en tant qu'icône fashion, tout ça. Bien sûr. Et puis tu vois les tarots de Billionaire Boys Club, ça marche par contre. Ouais. Jay-Z a racheté la marque, ouais. Ils sont bien alors. Donc voilà, en tout cas, que ça n'entache pas la grosse carrière qu'ils ont. Moi, j'ai l'habitude de te dire, c'est comme les boxeurs, souvent, leur dernier combat, ils se font casser la gueule et on dit, il est nul. Ouais, il faut pas oublier, ils ont 20 ans de carrière quand même. Voilà. Donc, très très gros producteurs, des mecs très importants pour le hip-hop, le R&B, la pop. Et moi, je te dis, ce sont mes préférés. T'es comme Puff Daddy, toi. Bah ouais, déjà Puff Daddy, moi je l'adore. Donc bon, on est. Donc t'es comme lui. Moi je suis comme lui totalement. Mon ketchup c'est le Heinz. Moi je suis tout comme Puff Daddy moi. Très bien. Ben en tout cas, j'aimerais qu'on se quitte avec deux morceaux importants. Il fallait bien qu'on les joue aussi. Il y a Mystical avec Shake Your Ass. Morceau incroyable produit par Neptune. Morceau. Attends, je regarde qu'il n'y ait pas une fille dans le coin. Attends, parce qu'il y avait Wafa tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça. Je dis, il y a la première phrase du couplet de Mystical est incroyable. Il dit I come in with my dick in my hand. Je ne traduirai pas. Mais le morceau commence comme ça. I'm coming with my dick in my hand. Ok. Bon, voilà. Et je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Et on va terminer avec le morceau de Busta Rhymes featuring Pharrell. Le morceau, c'est Passe de Courvoisier, le remix. J'aimerais juste citer deux morceaux que j'ai beaucoup aimés. Il y a tellement de productions Neptune qu'on peut pas citer. Le morceau Candy de Foxy Brown. Foxy Brown, magnifique. Que j'adore. Et puis le clip aussi, j'aime beaucoup. Le clip de Candy. Et le morceau de Tony Braxton avec Loon, Hit the Freeway. Qui, sincèrement, je ne pensais pas que Tony Braxton aurait pu s'en sortir sur une prod Neptune, mais elle s'en sort merveilleusement bien. Tony Braxton a de la technique. Ah bah là, super technique. Ressource, la petite Tony. Birdman. Quel salaud quand même. Non mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Pour ceux qui connaissaient déjà ces choses, j'espère qu'on vous a rappelé des choses. Merci à toi Hubert. Non, merci à toi d'avoir fait une spéciale Neptune. On l'a enfin faite. Enfin. Merci à toi Hugo. Mais merci à vous. Voilà, c'était Roule avec Driver spécial Neptunes. À la semaine prochaine.